Vous est-il déjà arrivé de lever les yeux vers le ciel nocturne ou de contempler l'océan déchaîné en vous disant « Mais en fait, on est loin de tout savoir sur ce monde ». Nous avons pris l'habitude de penser que la science du XXIe siècle est capable d'expliquer le moindre phénomène, de décortiquer la plus grande énigme. Mais, et si je vous disais que notre planète et l'univers tout entier sont encore remplis de mystères, devant lesquels même les plus grands esprits de l'humanité sont obligés de s'avouer vaincus. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des 30 phénomènes naturels les plus inexplicables. Il ne s'agit pas de simples anomalies, ce sont de véritables défis lancés à la science moderne qui nous forcent à remettre en question notre compréhension des lois de l'univers. Préparez-vous bien, car certaines de ces énigmes pourraient bien bouleverser votre vision du monde. Êtes-vous vraiment prêts ? Mais avant de commencer, clarifions un point. Que signifie le terme inexplicable du point de vue scientifique? Il ne s'agit pas d'impliquer la magie ou des forces surnaturelles. La méthode scientifique est un processus rigoureux. Elle repose sur l'observation, la formulation d'hypothèses, l'expérimentation et la vérification constante. Quand les scientifiques déclarent qu'un phénomène est inexplicable, cela signifie qu'à l'heure actuelle, ils ne disposent pas de suffisamment de données pour élaborer une théorie vérifiable, ou que les théories existantes ne peuvent pas décrire entièrement le phénomène observé. Chacune des énigmes dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas un échec de la science, mais au contraire sa ligne de front. Ce sont les domaines où les découvertes sont faites en ce moment même, où les chercheurs se battent pour trouver une solution et où chaque nouvelle donnée peut potentiellement tout remettre en question. Alors, jetons un œil à ces 30 défis que la nature a lancés à l'humanité. Commençons par un phénomène subtil, mais absolument déroutant. Imaginez la paisible ville désertique de Taos, au Nouveau-Mexique. La caméra survole lentement ces maisons en adobe, sous un coucher de soleil écarlate, une véritable idylle. Pourtant, pour certains résidents, ce silence est trompeur. Ils l'entendent, un bourdonnement à basse fréquence, incessant et profondément épuisant. Ce phénomène est connu sous le nom du bourdonnement de Taos, Taos Hum. Le plus étrange, c'est qu'il n'est perçu que par environ 2% de la population. Pour eux, ce n'est pas seulement un son, c'est une sensation physique, une vibration qui pénètre les murs et ne s'arrête ni le jour ni la nuit. Les premières plaintes massives ont émergé au début des années 90 et depuis, les scientifiques tentent de trouver la source. Quelle pourrait être son origine? La première hypothèse a naturellement été le bruit industriel qui les chercheurs ont vérifié toutes les usines locales, les lignes électriques, les sites militaires. Ils ont déployé les équipements acoustiques les plus sensibles sans jamais enregistrer quoi que ce soit qui puisse expliquer ce bourdonnement. De plus, ce son défie les lois de l'acoustique. Il ne varie pas d'intensité lorsqu'on se déplace et il est impossible de le masquer avec des écouteurs. Une deuxième hypothèse est alors apparue. S'agirait-il d'une manifestation de masse d'acouphènes, le fameux tintement dans l'oreille? Pourtant, les médecins qui ont examiné les auditeurs n'ont trouvé chez eux aucun problème auditif spécifique. De plus, les gens affirmaient que, dès qu'ils quittaient les environs de Taos, le bourdonnement cessait. Cela pointait clairement vers une source externe. La troisième théorie nous emmène sous terre. Certains géologues ont suggéré que le bourdonnement pourrait provenir du mouvement des plaques tectoniques ou d'autres processus sismiques, créant des infrasons perçus uniquement par des individus particulièrement sensibles. Mais là encore, les preuves font défaut. Les sismographes de la région ne montrent aucune activité anormale. Des bourdonnements similaires ont été enregistrés dans d'autres parties du monde, notamment à Bristol en Angleterre et à Bondy en Australie. Ils ont reçu le nom générique de The Hum. Pour ceux qui l'entendent, ce n'est pas une énigme, mais une torture quotidienne, provoquant insomnie, maux de tête et anxiété. La science, elle, reste perplexe. Peut-être sommes-nous face à une forme d'énergie inconnue ou à une interaction unique entre la géologie et la perception humaine. Le bourdonnement de Taos est l'exemple parfait d'un mystère qui réside à la frontière même de notre monde sensoriel.
C'est un son qui n'existe pour ainsi dire pas, mais qui a le pouvoir de transformer la vie d'un individu. Le secret de ce phénomène réside non seulement dans son origine, mais aussi dans sa sélectivité déconcertante. Pourquoi certains l'entendent-ils et d'autres non? Est-ce une particularité de leur appareil auditif, ou bien sont-ils branchés sur une fréquence inaccessible au reste d'entre nous? En l'absence de réponse, ce bourdonnement continue de résonner dans le désert du Nouveau-Mexique, nous rappelant que les plus grands mystères peuvent être totalement inaudibles pour la majorité. Après le son, concentrons-nous sur la lumière, sur un phénomène qui fut longtemps relégué au rang de légende maritime ou de conte populaire, mais dont la réalité est désormais admise, même si elle demeure largement inexpliquée. Nous parlons ici de la foudre en boule. Imaginez la scène, une nuit d'orage, une pluie battante, et soudain, une sphère lumineuse de la taille d'un ballon de football pénètre dans une pièce, parfois même à travers une fenêtre fermée. Elle flotte lentement, émettant de légers crépitements et une odeur d'ozone, avant de disparaître soit silencieusement, soit dans une détonation assourdissante. Ce n'est pas une séquence de film de science-fiction, mais la description classique d'une rencontre avec ce phénomène. Des milliers de témoins oculaires à travers le monde ont raconté ces histoires, mais la communauté scientifique est longtemps restée sceptique. La difficulté, l'impossibilité de reproduire ou de prédire l'événement en laboratoire. Il n'existait ni photo nette ni vidéo probante. Tout a changé en 2012. Des chercheurs chinois qui étudiaient les éclairs classiques ont accidentellement filmé et analysé au spectromètre l'apparition et la dissipation d'une foudre en boule. L'analyse a révélé la présence de silicium, de fer et de calcium, des éléments constitutifs essentiels du sol. Cette découverte a donné naissance à l'hypothèse principale actuelle. Selon cette théorie, lorsqu'un éclair classique frappe le sol, il vaporise l'oxyde de silicium qu'il contient. Cette vapeur réagit avec le carbone pour former un agrégat de nanoparticules de silicium. Cet agrégat est la foudre en boule. Il brillerait grâce à l'oxydation lente du silicium par l'oxygène de l'air. Cette théorie résout de nombreuses énigmes. La composition enregistrée par les Chinois est la raison pour laquelle ces boules apparaissent souvent près du sol. Cependant, elle n'explique pas tout. Comment ces sphères peuvent-elles traverser les murs ou les vitres? Pourquoi se déplacent-elles parfois à contrevent? Et comment peuvent-elles persister plusieurs minutes alors que les calculs prévoient qu'un tel agrégat devrait se consumer en seulement quelques secondes? D'autres hypothèses existent. L'une suggère que la foudre en boule est un agrégat de plasma maintenu par son propre champ magnétique. Une autre évoque un rayonnement micro-ondes qui ionise l'air à l'intérieur d'une sphère confinée. On trouve même des idées plus exotiques, impliquant des trous noirs microscopiques ou de l'antimatière. Aucune de ces modélisations n'est complète. Chacune se heurte à des contradictions. Par exemple, le modèle du plasma ne peut justifier la longue durée de vie de la boule, car un plasma chaud devrait se dilater et se refroidir rapidement. La foudre globulaire demeure l'une des énigmes les plus fascinantes et terrifiantes de l'électricité atmosphérique. Elle démontre à quel point un phénomène familier tel que l'orage peut engendrer quelque chose qui dépasse notre entendement. Son secret réside peut-être dans une physique du plasma encore inexplorée, ou dans des effets quantiques exotiques. Tandis que les scientifiques continuent de chercher la clé de ce mystère, la foudre en boule réapparaît occasionnellement lors des orages, nous rappelant que même dans l'air que nous respirons, de véritables merveilles peuvent être cachées. Quittons les cieux et revenons sur Terre, dans l'un des lieux les plus chauds et les plus arides de la planète, la vallée de la mort, en Californie. C'est ici, au fond du lac asséché de Racetrac Playa, que se produit un phénomène totalement inexpliqué. Imaginez une surface d'argile parfaitement plate et craquelée, où reposent d'énormes rochers, pesant parfois jusqu'à 300 kg. Derrière eux s'étirent de longues traces distinctes, de véritables sillons gravés dans le sol. On dirait que quelque chose ou quelqu'un a déplacé ces pierres sur des dizaines, voire des centaines de mètres. Ce phénomène est connu sous le nom de pierre navigante ou pierre glissante. Le mystère réside dans le fait que personne n'a jamais été témoin du déplacement en lui-même. Les rochers bougent seulement tous les 2 ou 3 ans et personne n'avait réussi à capturer cet instant.
Toutes les hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène. Les premières théories évoquaient la mystique ou les extraterrestres, mais les scientifiques cherchaient une explication plus terre-à-terre. L'une des premières hypothèses scientifiques suggérait que le vent était le moteur de ce déplacement. Des vents violents, atteignant parfois 145 km/h, soufflent dans la vallée de la mort. On pensait qu'après les rares pluies, la surface du lac devenait glissante et que le vent poussait les rochers. Cependant, des calculs ont démontré que même les vents les plus forts sont incapables de déplacer une roche pesant plusieurs centaines de kilogrammes. De plus, les trajectoires sont souvent complexes. Les pierres tournent, se déplacent parallèlement, puis divergent. Il est peu probable que le vent puisse organiser une telle chorégraphie naturelle. Une autre théorie, plus sophistiquée, a alors émergé, la théorie de la glace. Selon celle-ci, en hiver, une mince couche d'eau se formerait au fond du lac. La nuit, elle gèlerait, créant une croûte de glace autour des pierres. Pendant la journée, la glace fondrait et ces grandes plaques gelées, piégeant les rochers, commenceraient à dériver sous l'effet d'une légère brise, laissant derrière elles leur sillon. Cette théorie semblait extrêmement plausible. Elle expliquait à la fois le mouvement lent et la capacité à déplacer des objets lourds. Elle fut l'hypothèse principale pendant de nombreuses années, mais il n'y avait aucune preuve directe. Les scientifiques installaient des caméras, des traceurs GPS, mais les rochers restaient immobiles pendant des années. Puis, en 2014, les chercheurs ont finalement eu de la chance. Ils ont filmé le mouvement des pierres. Il s'est avéré que la théorie de la glace était correcte, mais avec des précisions importantes. Pour qu'il y ait mouvement, une convergence unique de facteurs est nécessaire. Il doit y avoir suffisamment d'eau sur le lac pour former une fine couche de glace, mais pas trop, afin que les pierres ne s'enfoncent pas. La glace doit ensuite avoir une épaisseur précise, assez solide pour être résistante, mais suffisamment mince pour pouvoir se fracturer. Enfin, une légère brise est indispensable pour déplacer ces radeaux de glace. Le mystère semblait résolu. Pourtant, même après cette découverte, des questions persistent. Les scientifiques n'ont filmé le mouvement que de quelques petites pierres. Le mécanisme de déplacement des rochers gigantesques, comme le célèbre carène, pesant plus de 300 kg, n'est toujours pas confirmé par des observations. Peut-être nécessite-t-il des conditions encore plus rares et extrêmes. Ainsi, les pierres glissantes de la vallée de la mort sont un excellent exemple de la manière dont la science se rapproche progressivement de la vérité, mais où chaque réponse soulève de nouvelles interrogations. C'est un rappel que la nature est un mécanisme extrêmement complexe où le déclenchement d'un processus exige parfois la coïncidence parfaite de dizaines de facteurs. Plongeons maintenant dans les profondeurs de l'océan, un monde qui reste moins exploré que la surface de la Lune. En 1997, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, a enregistré un son mystérieux. Des hydrophones, placés dans l'océan Pacifique pour la traque des sous-marins, ont capté un signal à très basse fréquence, mais d'une puissance phénoménale. Il était si fort que des capteurs séparés par 5000 km ont pu le détecter. Ce son, baptisé The Bloop ou le Bloop, a duré environ 1 minute et sa structure ressemblait fortement à celle d'un être vivant. Mais le problème résidait dans son intensité. Pour émettre un son d'une telle puissance, l'animal devait être plusieurs fois plus grand que le plus gros être vivant sur Terre, la baleine bleue. Cette découverte a immédiatement frappé l'imagination du monde entier. Des théories ont émergé, évoquant un monstre marin gigantesque, inconnu de la science, tapi dans les profondeurs abyssales. On a même évoqué Cthulhu, la créature de H.P. Lovecraft, qui, selon la légende, dort au fond du Pacifique, non loin de l'endroit où le bloop fut enregistré. Les scientifiques, plus mesurés, ont commencé à analyser le profil acoustique du signal. Il était unique. Il ne ressemblait ni au son produit par les baleines, ni au bruit de séismes, d'éruptions volcaniques sous-marines ou de mouvements de glace. La spectrogramme montrait un changement rapide de fréquence, une caractéristique typique des sons biologiques. Pendant de nombreuses années, l'énigme du bloop
est restée entière. Il est devenu un symbole des mystères de l'océan. Mais la science n'a pas cessé ses efforts. Les chercheurs ont continué à collecter et à analyser les données archivées. Et en 2005, la principale théorie actuelle a été formulée. Les scientifiques ont avancé que la source du son pouvait être un phénomène appelé tremblement de glace, le processus de fissuration et de frottement de gigantesques icebergs en Antarctique. Lorsqu'un glacier se détache et se met en mouvement, il crée des ondes acoustiques d'une puissance impressionnante. Pour vérifier cette hypothèse, une expédition a été envoyée vers les côtes de l'Antarctique où elle a enregistré les sons émis par les icebergs en déplacement. L'analyse a révélé que leur profil acoustique est pratiquement identique à celui du bloop. Cette explication est très convaincante. Elle rend compte de la puissance incroyable du son et de sa basse fréquence. Cependant, certaines questions persistent. Pourquoi le bloop n'a-t-il été enregistré qu'une seule fois dans son intégralité ? Pourquoi sa spectrogramme présente-t-elle encore des caractéristiques légèrement uniques, ne coïncidant pas parfaitement avec les sons des glaciers ? Certains cryptozoologues et passionnés croient toujours que la théorie de la glace n'est qu'une tentative de dissimulation. Ils rappellent que l'océan n'est exploré qu'à quelques pourcents et que nous ne pouvons affirmer avec certitude qu'une créature gigantesque n'y est pas tapie. L'histoire du bloop est celle de la façon dont la recherche scientifique peut aboutir à des conclusions inattendues, remplaçant un mystère romantique par un phénomène naturel prosaïque mais non moins grandiose. Pourtant, au fond de l'esprit de beaucoup, l'espoir subsiste, que quelque part, dans ces abysses sombres, réside la véritable source de ce son, et qu'elle n'est pas faite de glace. Portons à nouveau notre regard vers le ciel, mais cette fois-ci, direction la Norvège et la froide et isolée vallée de Hesdalen. C'est là, loin de la pollution lumineuse et des grandes agglomérations, que se manifeste régulièrement l'un des phénomènes lumineux les plus énigmatiques du monde. Imaginez le ciel nocturne au-dessus des montagnes enneigées. Soudain, de vives lumières percent l'obscurité. Elles peuvent être blanches, jaunes ou rouges. Elles restent parfois immobiles dans l'air, dérivent lentement le long de la vallée ou filent à une vitesse stupéfiante. Il s'agit parfois de sphères solitaires, parfois de groupes entiers de lumières qui semblent interagir les unes avec les autres. Ce phénomène a été baptisé les lumières d'Hesdalen. Il a fait l'objet d'une attention médiatique intense au début des années 80, lorsque le nombre d'observations a explosé, atteignant jusqu'à une vingtaine de cas par semaine. Depuis, l'intensité a diminué, mais les lumières continuent d'apparaître régulièrement. Bien sûr, la première hypothèse évoquée fut celle des ovnis. Le comportement de ces lueurs rappelait étrangement les descriptions d'objets volants non identifiés. Mais les scientifiques ont décidé d'aborder le problème de manière structurée. Depuis 1983, le projet scientifique Hesdalen est actif dans la vallée. Des chercheurs du monde entier y ont installé des radars, des caméras, des spectromètres et d'autres équipements de pointe pour capturer et étudier ces lumières. Et ils ont réussi. Ils ont collecté une quantité phénoménale de données. Qu'est-ce que ces données ont permis de déterminer ? Premièrement, ces lumières sont bien des objets physiques réels. Elles réfléchissent les ondes radar. Deuxièmement, ce ne sont pas des engins volants classiques, ni avions, ni hélicoptères. Troisièmement, leur composition chimique reste indéterminée. L'analyse spectrale n'a pas fourni de réponse claire. Alors, de quoi pourrait-il s'agir ? Plusieurs hypothèses ont été avancées. L'une d'elles est la théorie du plasma. Il se pourrait que les lumières d'Hesdalen soient des boules de gaz ionisées formées dans l'atmosphère sous certaines conditions. Mais quelle est la source d'énergie capable de créer et de maintenir ce plasma ? La réponse fait toujours défaut. Une autre théorie, d'ordre géologique, relie ces lumières aux caractéristiques de la vallée elle-même. Un côté de la vallée est riche en cuivre, l'autre en zinc et en fer. La rivière qui la traverse contient du soufre. Il est possible que la vallée fonctionne comme une gigantesque pile naturelle. Les champs électriques générés dans le sol pourraient ioniser l'air et provoquer la luminescence. Cette théorie est séduisante, mais elle n'explique pas le mouvement rapide des lumières, ni leur comportement complexe. Il existe enfin une troisième hypothèse, plus exotique. Elle suggère que les lumières sont une forme d'énergie résultant de l'effet
piézoélectrique. Lorsque les roches de la vallée sont soumises à la pression, elles pourraient générer une charge électrique qui se manifesterait sous forme de lumière. Cette version peut expliquer l'apparition des lueurs, mais pas leur forme ou leur déplacement. Les lumières d'Hesdalen représentent un véritable laboratoire naturel où les scientifiques peuvent observer en direct un phénomène qui remet en question notre compréhension de la physique atmosphérique. Elles ne ressemblent ni à la foudre en boule, ni aux aurores boréales. C'est quelque chose d'absolument différent. Chaque année, étudiants et chercheurs se rendent à Hesdalen dans l'espoir de se rapprocher de la vérité. Mais pour l'instant, la vallée partage ses secrets avec réticence, continuant d'offrir à ceux qui l'observent ces mystérieux spectacles lumineux. Passons des lumières locales à un phénomène d'une toute autre ampleur, d'une échelle véritablement planétaire, visible seulement dans une poignée d'endroits sur Terre. Il s'agit du Morning Glory Clouds, que l'on pourrait traduire par les nuages de la gloire matinale. Imaginez-vous, au lever du soleil dans le nord de l'Australie, le ciel est absolument limpide, et soudain, à l'horizon, apparaît un rouleau nuageux gigantesque et parfaitement uniforme, qui semble rouler dans le ciel comme une vague. Sa longueur peut atteindre 1 millier de kilomètres et sa hauteur près de 2 kilomètres. Il se déplace à une vitesse constante d'environ 60 kilomètres à l'heure. C'est un spectacle incroyable et hypnotisant qui attire les pilotes de planeurs du monde entier. Mais de quoi s'agit-il exactement et comment cela se forme-t-il? Les scientifiques n'ont toujours pas de réponse définitive. Tassini. Le Morning Glory est un type de nuage que l'on appelle nuage en rouleau ou roll cloud. Cependant, contrairement aux rouleaux nuageux habituels qui précèdent souvent un orage, ces nuages-tubes peuvent être constitués de plusieurs ondes parallèles et se manifestent par un temps parfaitement clair. La théorie principale relie leur formation à la collision de masses d'air. Sur la péninsule australienne de Cap York, les brises marines soufflent dans la journée des deux côtés, de l'ouest et de l'est. Le soir venu, ces deux brises se rencontrent au-dessus du centre de la péninsule. Cette collision génère une onde aérienne qui se met à se déplacer vers le sud-ouest. La nuit, tandis que l'air au-dessus de la terre se refroidit et reste chaud et humide au-dessus de la mer, une couche d'inversion se forme. L'air chaud est piégé au-dessus de l'air froid. Lorsque l'onde nocturne atteint cette couche, elle force l'air marin humide à monter. En s'élevant, cet air se refroidit et la vapeur d'eau se condense, formant un nuage sur la crête de l'onde. Sur le bord avant du nuage, l'air continue de s'élever, alors qu'à l'arrière, il redescend. C'est pourquoi le nuage donne l'impression de rouler en avant, tout en conservant parfaitement sa forme. Ce modèle explique bien les caractéristiques principales du phénomène. Mais il reste incomplet. Par exemple, pourquoi le Morning Glory apparaît-il avec une telle régularité précisément dans cette région d'Australie, dans le golfe de Carpentarie et si rarement ailleurs dans le monde? Quels autres facteurs, au-delà de la collision des brises, sont nécessaires à sa formation? De plus, la théorie n'explique pas pourquoi on observe parfois non pas un seul, mais toute une série de 10 rouleaux nuageux parallèles ou plus. Certains chercheurs pensent que des processus atmosphériques plus importants, ayant lieu à de plus hautes altitudes, pourraient participer à la formation de ces nuages. Il pourrait s'agir de la manifestation d'ondes de gravité dans l'atmosphère, semblables aux ondes sur l'eau. Le Morning Glory est un parfait exemple de la façon dont des interactions atmosphériques complexes peuvent générer des structures organisées et gigantesques. L'étude de ces nuages est essentielle, et pas seulement pour la météorologie. Comprendre de tels phénomènes aide à mieux prévoir le temps et à saisir la dynamique globale de l'atmosphère. Quant aux pilotes et aux photographes, c'est tout simplement l'une des merveilles naturelles les plus belles et les plus captivantes, un spectacle pour lequel il vaut vraiment la peine de se lever avant l'aube. Parlons d'une chose vraiment étrange, d'une substance qui semble tout droit sortie des légendes médiévales, mais qui continue d'apparaître de nos jours. Nous parlons ici de la gelée d'étoiles ou gélatine astrale. Imaginez que, juste après une pluie de météores, vous trouviez au sol une étrange masse gélatineuse, translucide et informe. Elle est inodore et, au bout d'un certain temps, elle s'évapore simplement sans laisser de traces.
Ce type de substance est mentionné dans des textes depuis des siècles. On l'associait à la chute de météorites, la considérant soit comme une forme de vie extraterrestre, soit comme une matière cosmique. Aujourd'hui, les signalements de découverte de gelées d'étoiles continuent d'affluer des quatre coins du monde, de l'Écosse au Texas. Qu'est-ce que c'est exactement? La science a rencontré un problème de taille pour étudier ce phénomène. En fait, la substance disparaît très rapidement. Le temps de la cheminer jusqu'au laboratoire, elle s'est soit évaporée, soit décomposée. Les scientifiques n'ont pu obtenir des échantillons pour analyse que quelques rares fois, et les résultats furent inattendus. Dans un cas, l'analyse a montré que la gelée contenait de l'ADN de grenouilles et de crapauds. Cela a donné naissance à l'hypothèse amphibienne. Selon celle-ci, la gelée d'étoiles n'est rien d'autre que des œufs de batraciens régurgités par des oiseaux prédateurs comme le héron. Les sacs gélatineux contenant la ponte gonfleraient énormément au contact de l'humidité de l'air et du sol, se transformant en cette mystérieuse masse. Cette théorie explique la présence d'ADN d'amphibiens et le fait que la gelée soit souvent trouvée près des points d'eau. Mais elle n'explique pas tous les cas. Par exemple, pourquoi trouve-t-on cette gelée dans des endroits sans hérons ni grenouilles? Et pourquoi les témoins oculaires associent-ils spécifiquement son apparition aux pluies de météores? Une autre hypothèse suggère que la gelée d'étoiles est le produit de l'activité de certaines algues bleu-vert ou de certains types de champignons qui peuvent former des colonies gélatineuses sous des conditions d'humidité spécifiques. Par exemple, l'algue nostoc peut avoir exactement cette apparence. Cette version est également plausible, mais, encore une fois, elle n'explique pas le lien avec les phénomènes atmosphériques. Il existe une troisième version, plus exotique. Certains scientifiques ont émis l'idée qu'il pourrait s'agir de polymères formés dans l'atmosphère sous l'effet de décharges électriques ou d'autres facteurs qui retombent ensuite au sol avec la pluie. Cela pourrait expliquer leur apparition soudaine et leur évaporation rapide. Cependant, aucune trace de tels polymères n'a été détectée dans l'atmosphère. Le mystère de la gelée d'étoiles est un exemple classique de problème à la frontière entre la cryptobiologie et la chimie. Nous avons une multitude de témoignages, mais presque aucun matériel à étudier. Il est possible que des phénomènes complètement différents se cachent derrière cette seule appellation. Dans certains cas, il s'agit bien de pontes régurgitées, dans d'autres de colonies d'algues, et dans un troisième de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Cette substance gélatineuse reste à la limite du folklore et de la science, nous rappelant que même sur Terre, sous nos pieds, des choses peuvent apparaître et nous laisser perplexes. Revenons à la géologie et à la sismologie pour aborder un phénomène qui accompagne les tremblements de terre et qui ressemble parfois à un véritable spectacle de lumière apocalyptique, les lumières sismiques. Imaginez la scène, quelques secondes ou minutes avant une forte secousse, ou parfois en plein milieu du séisme, le ciel s'illumine soudainement. Ces lueurs ressemblent à des éclairs, mais elles ne proviennent pas des nuages, elles semblent jaillir du sol. Elles peuvent prendre des formes variées, des sphères, des colonnes de lumière, ou même une faible lueur, rappelant une aurore boréale. Leurs couleurs vont du blanc et du bleu au rouge. Ces lumières ont été observées tout au long de l'histoire humaine. Pendant longtemps, la communauté scientifique les a rejetées, les considérant comme de simples affabulations de témoins effrayés ou de coïncidences avec un orage classique. Cependant, l'arrivée des caméras de surveillance et des smartphones a fait exploser le nombre de cas documentés. Désormais, la science dispose de preuves irréfutables. Les lumières sismiques sont bien réelles. Mais qu'est-ce qui les provoque? C'est l'une des questions les plus épineuses de la sismologie moderne. À ce jour, aucune théorie unique n'explique la totalité des observations. Plusieurs hypothèses concurrentes s'affrontent. La première, et la plus populaire, est l'effet piézoélectrique. Nous l'avions déjà évoqué dans le contexte des lumières d'Esdalen. Certaines roches, comme le quartz, ont la capacité de générer une charge électrique lorsqu'elles sont comprimées ou déformées. Lors d'un séisme, la pression colossale et la friction dans la faille créent de puissants champs électriques.
ces champs remontent à la surface et ionisent l'air, provoquant la luminescence. Cette théorie explique bien pourquoi les lumières apparaissent souvent au-dessus des failles, mais elle n'explique pas la diversité de leurs formes et couleurs, ni pourquoi elles n'accompagnent pas tous les tremblements de terre. La deuxième hypothèse est liée au trou positif. Selon cette idée, les fortes contraintes dans la roche peuvent rompre les liaisons chimiques et former des porteurs de charges appelés trous positifs. Ces charges sont capables de migrer à travers la roche jusqu'à la surface et, en atteignant l'atmosphère, de l'ioniser. Ce modèle, développé par le physicien Friedemann Freund, pourrait expliquer à la fois la luminescence et d'autres signes avant-coureurs, comme le comportement étrange de certains animaux. La troisième théorie suggère que la source de la lumière est la friction. Le glissement rapide des roches le long de la faille pourrait générer un échauffement local pouvant atteindre des milliers de degrés, entraînant la vaporisation des matériaux et une émission lumineuse. Cependant, cette hypothèse n'explique pas comment cette lumière peut traverser des kilomètres de roches pour atteindre la surface. L'étude des lumières sismiques ne vise pas seulement à satisfaire la curiosité scientifique. Si les chercheurs parviennent à comprendre leur mécanisme d'apparition, cela pourrait contribuer à la création de systèmes d'alerte précoce. Si ces lueurs précèdent la secousse, leur détection pourrait donner aux populations de précieuses secondes, voire minutes, pour se mettre à l'abri. Pour l'heure, ces lumières fantomatiques demeurent les messagers menaçants et mystérieux de l'une des forces les plus destructrices de la nature. Pour commencer, quittons les limites de notre planète et même de notre galaxie pour nous confronter à l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne, le grand attracteur. Imaginez une carte de l'univers. Vous y voyez des galaxies, des amas, des superamas, et tout cela est en mouvement. Notre propre galaxie, la Voie lactée, ainsi que sa voisine Andromède et l'ensemble du groupe local, filent dans l'espace à une vitesse stupéfiante, près de 2 millions de kilomètres par heure. Mais vers quoi? Pendant longtemps, on a cru que ce mouvement n'était que le résultat de l'expansion de l'univers après le Big Bang. Cependant, dans les années 1970, les astronomes ont remarqué quelque chose d'étrange. Notre groupe de galaxies ne se déplaçait pas exactement comme prévu. Il y avait une anomalie de vitesse, une accélération supplémentaire pointant vers une région précise, dans la constellation de la Règle. C'est comme si, à environ 250 millions d'années-lumière de nous, se trouvait un objet doté d'une masse colossale, un centre gravitationnel invisible attirant tout autour de lui, y compris notre Voie lactée. Cette chose fut baptisée le grand attracteur. Quelle pouvait être sa nature? La première hypothèse était celle d'un superamas de galaxies gigantesques. Mais lorsque les astronomes ont pointé leurs télescopes vers cette région, ils ont rencontré un obstacle majeur. Cette zone du ciel nous est masquée par le plan de notre propre galaxie. La poussière et les étoiles de la Voie lactée empêchent d'y voir clair. C'est ce que l'on appelle la zone d'évitement. Néanmoins, grâce aux télescopes à rayons X et radio, capables de voir à travers la poussière, les scientifiques ont pu détecter dans cette direction un amas de galaxies majeures, l'amas de la Règle. Or, les calculs ont montré que sa masse était insuffisante pour expliquer l'attraction observée. Il n'offre qu'environ la moitié de la gravité nécessaire. Il doit donc y avoir autre chose, quelque chose de beaucoup plus massif. En 2016, une autre découverte est venue complexifier la situation. Derrière le grand attracteur se cachait une formation encore plus gigantesque, le superamas de Shapley, une concentration de milliers de galaxies. Ce dernier contribue lui aussi à notre mouvement. Mais même en tenant compte de Shapley, les calculs ne sont pas entièrement satisfaisants. Il subsiste une composante sombre dans notre déplacement. Cela a mené à des hypothèses plus audacieuses. Se pourrait-il que le grand attracteur ne soit pas seulement un amas de galaxies, mais une concentration gigantesque de matière noire, cette substance mystérieuse qui compose la majorité de la masse de l'univers, mais qui n'émet ni ne réfléchit la lumière? Ou peut-être est-ce la manifestation d'une nouvelle physique de la gravité, inconnue, qui opère différemment aux grandes échelles? Le grand attracteur n'est pas qu'une simple anomalie cosmique, il marque les limites de notre savoir. Il nous force à reconsidérer les cartes de l'univers et à admettre que même dans notre voisinage cosmique
existent des structures colossales dont nous ignorons la nature. Nous filons vers quelque chose de grandiose et d'incompréhensible, et ce voyage durera des milliards d'années. Mais cette énigme fait déjà avancer l'astronomie, nous poussant à concevoir de nouveaux télescopes et de nouvelles théories pour, un jour, percer le voile de la Voie lactée et comprendre ce qui nous attire réellement. De l'énigme gravitationnelle, passons maintenant à l'énigme de l'information, celle du signal le plus célèbre et le plus intrigant dans l'histoire de la recherche d'une intelligence extraterrestre. Le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear, Grande Oreille, de l'Université d'État de l'Ohio, alors qu'il balayait le ciel à la recherche de signaux extraterrestres, a capté quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a intercepté un signal radio extrêmement puissant et à bande très étroite qui a duré exactement 72 secondes. L'astronome Jerry Ehman, qui examinait les relevés quelques jours plus tard, fut tellement stupéfait qu'il encercla la séquence de symboles correspondant au stylo rouge, inscrivant dans la marge « Waouh ! C'est sous ce nom que le signal est passé à la postérité. » Mais qu'est-ce qui rendait ce signal si particulier? Premièrement, sa puissance. Il était 30 fois plus puissant que le bruit de fond cosmique. Deuxièmement, sa fréquence. Il a été capté à 1420 MHz. C'est ce qu'on appelle la raie de l'hydrogène, la fréquence la plus courante de l'univers. De nombreux scientifiques s'accordent à dire que si une civilisation intelligente souhaitait envoyer un message, elle choisirait précisément cette fréquence comme point de rendez-vous universel sur les ondes. Troisièmement, son profil. Le signal a d'abord gagné en intensité à mesure que le télescope s'alignait sur sa source, puis il a diminué, correspondant très exactement au profil que l'on attendrait d'un signal émis depuis l'espace lointain. Toutes ces caractéristiques en faisaient un candidat idéal pour un signal extraterrestre artificiel. Les scientifiques ont immédiatement pointé Big Ear et d'autres télescopes vers la même région du ciel, dans la constellation du Sagittaire. Mais, en vain, le signal ne s'est plus jamais répété. En plus de 40 ans, il n'a jamais pu être capté à nouveau. C'est là que réside le mystère principal. S'il s'agissait d'une tentative de contact, pourquoi fut-elle si brève et unique? Naturellement, des tentatives ont été faites pour trouver une explication purement naturelle. Était-ce un signal provenant d'un satellite terrestre? C'est hautement improbable. La fréquence de 1420 MHz est strictement réservée à l'astronomie et les transmissions y sont interdites. Peut-être un signal terrestre réfléchi par des débris spatiaux, c'est également peu probable car cela n'explique pas les caractéristiques uniques du signal. En 2017, une nouvelle hypothèse a fait surface. L'astronome Antonio Pari a suggéré que la source du signal aurait pu être un nuage d'hydrogène entourant une comète. 2 comètes traversaient en effet cette région du ciel au moment exact où le signal « Waouh !» a été enregistré. Cependant, cette théorie fut vivement critiquée par la communauté scientifique. D'autres astronomes ont souligné que les comètes ne pouvaient pas émettre un signal aussi puissant et à bande étroite. Elles émettent sur un large spectre et non sur une fréquence unique et spécifique. Ainsi, le signal « Waouh !» demeure à ce jour inexpliqué. Il occupe une place unique dans l'histoire du programme SETI. C'est peut-être la seule fois où nous avons perçu une voix au milieu du grand silence cosmique. S'agissait-il réellement d'un appel émis par une intelligence sœur ou d'un phénomène naturel si rare et unique que nous ne pouvons pas encore le comprendre, ou bien simplement d'une incroyable coïncidence, d'une fluctuation qui ne se reproduira jamais? Tant que nous n'aurons pas de réponse, cette inscription rouge « Waouh !» tracée sur une vieille impression papier, restera le symbole de la plus grande ambition et du plus grand mystère de l'humanité. Quittons les mystères du cosmos pour aborder l'une des énigmes les plus macabres et les plus controversées concernant le corps humain, le phénomène de l'autocombustion spontanée. Imaginez cette scène, maintes fois décrite dans les rapports de police. On découvre dans une pièce une simple accumulation de cendres, parfois accompagnée de membres épargnés par le feu, comme des pieds chaussés de bottes. Pourtant, le reste de la pièce, y compris des objets inflammables tels que des journaux ou des rideaux, reste quasiment intact.
On a l'impression que le corps a été consumé de l'intérieur par une chaleur incroyablement intense, concentrée uniquement sur lui. C'est la description classique d'un cas attribué à l'autocombustion humaine spontanée. Environ 200 cas de ce genre ont été documentés au cours de l'histoire. Les victimes sont souvent des personnes âgées, menant une vie solitaire. Qu'est-ce qui pourrait provoquer un phénomène aussi terrifiant ? La science, bien sûr, reste extrêmement sceptique quant à l'idée qu'un être humain puisse s'enflammer subitement sans aucune source de chaleur externe. Cela contredit les lois fondamentales de la physique et de la biologie. Le corps humain ne possède tout simplement pas de mécanisme capable de déclencher un tel processus. C'est pourquoi les scientifiques et les criminalistes recherchent des explications plus terre à terre. La principale théorie scientifique avancée pour éclaircir ces cas est appelée l'effet de mèche ou Wick Effect. Selon cette théorie, tout commence par une source d'inflammation banale. Par exemple, la victime s'est endormie avec une cigarette ou une bougie est tombée sur elle. Les vêtements prennent feu, la graisse sous-cutanée se liquéfie. Cette graisse s'imprègne dans les vêtements qui se transforment alors en mèche, fonctionnant comme une bougie. La graisse brûle lentement et à très haute température, mais la flamme reste petite. Cette combustion lente qui peut durer des heures est capable d'incinérer entièrement le tronc où se concentre la majeure partie de la graisse corporelle sans se propager aux objets environnants. Les membres épargnés s'expliquent par leur faible teneur en graisse. Cette théorie est extrêmement logique et a été confirmée par des expériences menées sur des carcasses d'animaux. Elle permet d'expliquer la majorité des cas documentés. Cependant, certains détails continuent de soulever des interrogations chez les partisans de l'autocombustion. Par exemple, pourquoi n'a-t-on trouvé absolument aucune source d'inflammation externe dans certains cas ? Comment expliquer la chaleur incroyablement élevée nécessaire pour incinérer complètement les os, une température habituellement atteinte uniquement dans les crématoires ? Pourquoi le feu reste-t-il si localisé et ne se propage-t-il pas ? Il existe d'autres hypothèses, plus exotiques. Certains chercheurs ont suggéré que la cause pourrait être l'accumulation de méthane dans le corps, qui s'enflammerait ensuite par électricité statique. D'autres ont évoqué la foudre en boule qui aurait frappé la personne. Il y a même des théories impliquant des champs géomagnétiques ou des réactions biochimiques inconnues. Toutefois, aucune de ces hypothèses ne repose sur des preuves solides. La majorité des scientifiques s'accordent aujourd'hui pour dire que l'autocombustion spontanée en tant que telle n'existe pas et que tous les cas peuvent être expliqués par l'effet de mèche combiné à l'inattention de la victime et à des conditions environnementales spécifiques. Néanmoins, ce phénomène est entré de plain-pied dans la culture populaire et continue de hanter l'imaginaire collectif. Il demeure un sombre rappel que notre corps, composé majoritairement d'eau, peut, dans certaines circonstances tragiques, se transformer en combustible pour le feu. Pour commencer, faisons un bond dans le temps, direction la Sibérie, au début du XXe siècle. Nous allons tenter de percer le mystère de l'une des explosions les plus puissantes que l'humanité ait jamais connues. Le 30 juin 1908, dans la région de la rivière Tunguska-Pierreuse, un événement d'une force colossale se produit. L'explosion a rasé la forêt sur plus de 2000 km², soit l'équivalent de la superficie de Moscou aujourd'hui. L'onde de choc, elle, a fait 2 fois le tour du globe. Pendant plusieurs nuits consécutives, un phénomène lumineux et des nuages noctiluques anormaux ont été observés dans le ciel, de l'Asie jusqu'à l'Europe. La puissance de cette déflagration est estimée à plusieurs dizaines de mégatonnes, ce qui représente environ 1000 fois l'énergie de la bombe larguée sur Hiroshima. Le fait le plus étrange est qu'aucun cratère ni aucun débris de météorite n'a jamais été retrouvé sur le site. C'est ce qui a donné naissance à la grande énigme. De quoi s'agissait-il exactement ? La première hypothèse, et la plus largement acceptée, est l'impact d'un corps céleste, potentiellement un astéroïde ou une comète. Selon cette théorie, l'objet serait entré dans l'atmosphère et, avant d'atteindre le sol, il aurait explosé en altitude, à quelques kilomètres seulement de la surface. Ceci expliquerait à la fois l'énorme étendue de forêt abattue et l'absence de cratère. Le déracinement des arbres s'est fait de manière radiale à partir du centre de l'explosion, un indice clair d'une détonation aérienne. S'il s'agissait
d'une comète principalement composée de glace et de gaz gelé, elle aurait pu se vaporiser entièrement lors de l'explosion, ne laissant aucun débris. S'il s'agissait d'un astéroïde rocheux, des fragments auraient dû subsister, mais les recherches sont restées vaines. Bien que des microsphérules riches en iridium et en nickel, éléments typiques des météorites, aient été trouvées dans les tourbières avoisinantes, ces preuves microscopiques ne suffisent pas à apporter une confirmation définitive. Ce mystère a donné lieu à une myriade de théories alternatives, parfois purement fantaisistes. L'une d'elles suggère l'explosion d'un gaz naturel. Une bulle gigantesque de méthane aurait jailli du sous-sol avant d'exploser dans l'atmosphère. Cependant, les géologues n'ont trouvé aucune preuve de l'existence de gisements de gaz majeurs dans cette zone. Une autre version, plus extrême, évoque la collision de la Terre avec un mini-trou noir ou même un fragment d'antimatière. Ces hypothèses expliquent certes l'absence de débris, mais elles ne sont étayées par aucune donnée scientifique et restent purement spéculatives. Il y a eu des idées encore plus exotiques, comme le crash d'un vaisseau extraterrestre ou l'essai d'un hypothétique rayon de la mort mis au point par Nikola Tesla. Bien que populaires dans la culture de masse, ces théories sont dépourvues de tout fondement scientifique sérieux. Aujourd'hui, la majorité des scientifiques s'accordent à privilégier l'hypothèse de la comète ou de l'astéroïde. L'événement de la Tunguska est d'ailleurs considéré comme l'exemple type du danger que représentent les objets cosmiques pour notre planète. Cependant, le mot de la fin n'a toujours pas été prononcé. Nous ignorons toujours la nature exacte de l'objet, comète ou astéroïde, ainsi que sa taille et sa composition précise. L'absence de preuves directes entretient le débat et alimente de nouvelles recherches. Le phénomène de la Tunguska reste un avertissement puissant, l'espace peut frapper à tout moment. Il nous rappelle aussi que même les événements les plus grandioses peuvent ne laisser derrière eux qu'un mystère, une forêt rasée et le souvenir de nuits étrangement illuminées. Partons une nouvelle fois sous la surface, direction la mer Baltique. Au fond de l'eau, y gît un objet qui alimente les controverses et a fait naître une quantité impressionnante de théories du complot. C'est en 2011 que l'équipe d'océanographes suédois, Ocean X, a fait cette étrange découverte. Alors qu'ils cherchaient des épaves dans le golfe de Botnie, leur sonar a repéré quelque chose d'inhabituel. À environ 90 mètres de profondeur se trouvait un objet parfaitement circulaire, d'un diamètre d'une soixantaine de mètres. Il ressemblait à un champignon géant ou, selon l'appellation immédiate des journalistes, au Faucon Millenium de Star Wars. Les images sonars révélaient qu'une longue et droite trace, comme une ornière, partait de l'objet, suggérant qu'il avait glissé sur le fond marin avant de s'immobiliser. Cet objet fut rapidement baptisé l'anomalie de la Baltique. Mais de quoi s'agissait-il? Les premières hypothèses étaient les plus folles. Un ovni englouti, une arme secrète de la guerre froide, ou même les ruines d'une ancienne cité sous-marine. L'équipe Ocean X organisa une expédition de plongée pour l'étudier. Leurs rapports ne firent qu'ajouter au mystère. Ils affirmèrent que l'objet, bien que rocheux, présentait des bords étrangement lisses, presque taillés, et des angles droits. Ils y auraient également trouvé de curieux trous circulaires et ce qui ressemblait à un escalier. Mieux encore, selon eux, lorsque leur navire se trouvait juste au-dessus de l'objet, tous les équipements électroniques, y compris les téléphones satellites et les caméras, cessaient de fonctionner. Dès qu'ils s'éloignaient, tout reprenait son activité normale. Ces affirmations ont immédiatement généré des spéculations sur un hypothétique champ énergétique entourant l'anomalie, dont les scientifiques, en revanche, ont accueilli ces déclarations avec un grand scepticisme. Des géologues de l'université de Stockholm, après avoir analysé un petit échantillon remonté du fond, ont conclu qu'il ne s'agissait que de basalte ordinaire, une roche volcanique commune dans la région. Leur hypothèse, l'anomalie de la Baltique serait une simple formation géologique datant de l'ère glaciaire. Les glaciers, en se déplaçant, auraient pu polir la roche, lui donnant cette forme étrangement symétrique et circulaire. Quant à l'ornière, ce serait la trace laissée par ce même bloc de pierre alors qu'il était traîné par la glace. Cette théorie simple explique à la fois la forme et la composition de l'objet.
mais elle n'explique pas les interférences électromagnétiques rapportées, ni les autres détails bizarres mentionnés par les découvreurs. Les détracteurs d'Oceanix affirment d'ailleurs que l'équipe a délibérément monté une histoire sensationnelle pour attirer des financements pour leurs expéditions, et que les récits de panne d'équipement sont purement inventés. D'un autre côté, les images sonars restent intrigantes, et même les géologues les plus sceptiques admettent qu'il s'agit d'une formation rocheuse tout à fait inhabituelle. Alors, que repose au fond de la Baltique? Une œuvre unique de la nature, polie par les glaces il y a des millénaires, ou bien quelque chose d'autre qui échappe encore à toute explication, sans une nouvelle expédition scientifique totalement indépendante et bien équipée pour mener une étude détaillée, l'anomalie de la Baltique restera une énigme sous-marine alimentant les débats entre aventuriers en quête de mystères et scientifiques rigoureux. Transportons-nous dans les prairies arides de Namibie. C'est là que l'on peut observer l'un des motifs naturels les plus beaux et les plus énigmatiques créés par la nature, les fameux cercles de fées. Imaginez de vastes étendues, parsemées de milliers de parcelles de terre parfaitement rondes et nues, bordées d'un anneau d'herbe haute. Leur diamètre varie généralement de 2 à 15 mètres. Vue d'oiseau, la formation ressemble à un immense tissu à pois. Les tribus Imba locales croient qu'il s'agit soit des empreintes des dieux, soit de l'œuvre d'un dragon souterrain dont l'haleine toxique détruit toute la végétation. Les scientifiques, quant à eux, cherchent depuis des décennies une explication plus rationnelle. Le débat scientifique fait toujours rage, mais aujourd'hui, 2 théories principales s'affrontent. La première est l'hypothèse des termites, proposée par le biologiste Norbert Jürgens. Selon lui, ces cercles sont l'œuvre de termites des sables de l'espèce Pessamotherme allocerus. Les insectes rongeraient les racines de l'herbe au centre du cercle, créant ainsi un réservoir d'eau souterrain. L'eau de pluie, ne s'attardant pas sur le sol nu, s'infiltre en profondeur. Cela permet aux termites de survivre durant la saison sèche. L'anneau d'herbe haute qui entoure la zone dénudée serait, quant à lui, le résultat de l'amélioration du sol due à l'activité des termites. Pour appuyer sa théorie, Jürgens a trouvé ces insectes dans la majorité des cercles qu'il a étudiés. Cette hypothèse est élégante et logique. Cependant, elle présente des limites. D'autres chercheurs n'ont pas toujours réussi à localiser ces termites à l'intérieur des cercles. De plus, des structures similaires ont été récemment découvertes en Australie, où cette espèce de termite est totalement absente. Cela remet sérieusement en question l'universalité de l'hypothèse thermicienne. La deuxième théorie est celle de l'auto-organisation végétale. Ses partisans estiment que ces cercles résultent d'une concurrence féroce entre les plantes pour l'accès à l'eau dans un climat aride. Les plantes se repoussent en quelque sorte, absorbant toute l'eau disponible dans le rayon de leurs racines. Des modélisations informatiques ont montré que sous certaines conditions, une telle concurrence peut effectivement conduire à la formation de motifs réguliers et circulaires. Les herbes les plus robustes survivent en formant l'anneau extérieur, tandis qu'au centre il ne reste tout simplement plus assez d'humidité pour que les pousses plus faibles puissent s'y développer. Cette approche semble également très convaincante et peut expliquer l'apparition des cercles aussi bien en Afrique qu'en Australie, mais elle n'est pas non plus parfaite. Elle n'explique pas, par exemple, la forme parfaitement circulaire des motifs, ni leur répartition spatiale aussi uniforme. Récemment, certains scientifiques ont suggéré que la vérité se trouve peut-être quelque part entre les deux. Il est possible que les deux mécanismes fonctionnent de concert. Les plantes entament la compétition hydrique, créant les zones dénudées, puis les termites s'y installent pour parfaire la forme du cercle et maintenir son existence. Les cercles de fées de Namibie sont un exemple frappant de la manière dont des écosystèmes complexes peuvent générer un ordre surprenant à partir du chaos. C'est une énigme fascinante qui se situe au carrefour de la botanique, de l'entomologie, de l'hydrologie et des mathématiques. Et pendant que les scientifiques continuent de débattre, ces cercles mystérieux continuent d'apparaître dans le désert, nous rappelant l'existence de lois cachées qui régissent la vie. Passons à une autre énigme lumineuse. Celle-ci nous vient d'Amérique du Nord, plus précisément du désert de Chihuahua au Texas.
Près de la petite ville de Marfa, on observe un phénomène bien connu, les lumières de Marfa. Imaginez une nuit sans lune, plongée dans l'obscurité totale du désert. Vous vous tenez sur un point d'observation aménagé, fixant l'horizon. Soudain, des sphères lumineuses surgissent au loin. Ces boules, parfois de la taille d'un ballon de basket, semblent flotter au-dessus du sol. Elles scintillent, changent de couleur, passant du blanc au jaune, au rouge ou au bleu. Leur mouvement est erratique, tantôt lent, tantôt extrêmement rapide. Elles fusionnent ou se séparent sans faire le moindre bruit. Ces lumières sont observées ici depuis plus de 130 ans. Les premières mentions remontent à la fin du XIXe siècle. Des milliers de personnes, cow-boys, résidents locaux, touristes, ont été témoins de cette lueur mystérieuse. Alors, de quoi s'agit-il? Bien sûr, comme pour les lumières d'Esdalen, les premières hypothèses évoquent des ovnis ou des esprits. Mais les scientifiques et les sceptiques ont avancé des explications beaucoup plus terre-à-terre. La théorie la plus populaire et la plus simple concerne les phares de voiture. L'autoroute 67 passe approximativement dans la direction où les lumières apparaissent. À cause des courbes du relief et des inversions de température dans l'air du désert, la lumière des phares peut être réfractée, déformée, donnant l'impression de sphères flottant dans les airs. Des étudiants de l'Université du Texas ont mené une étude prouvant que la majorité des lumières observées coïncidaient effectivement, tant dans le temps que dans l'espace, avec la circulation sur cette route. Sans Pantocha. Cette théorie élucide de nombreux cas, mais pas tous. Des témoins affirment avoir vu ces lueurs bien avant l'apparition des automobiles dans la région. De plus, certains observateurs rapportent que les lumières sont apparues très près d'eux et ne ressemblaient en rien à des phares. Par ailleurs, le comportement complexe des feux, leur mouvement rapide, leur séparation, est difficile à attribuer à une simple réfraction de la lumière. Une deuxième hypothèse est alors apparue, l'explication géologique. Comme pour les lumières sismiques, elle suggère que les contraintes tectoniques subies par les roches sous le désert pourraient engendrer un effet piézoélectrique. Les charges électriques libérées ioniseraient l'air, créant ainsi des boules de plasma lumineuses. Cette théorie pourrait potentiellement expliquer le comportement plus élaboré des lumières. La troisième version implique le gaz des marées. Il est possible que la décomposition de matières organiques souterraines génère du méthane et de la phosphine qui, en s'échappant à la surface, s'auto-enflamment au contact de l'air. Ceci expliquerait l'apparition de feux follets. Cependant, les géologues n'ont pas trouvé dans cette zone de réserves organiques significatives capables d'alimenter un phénomène aussi régulier. L'énigme des lumières de Marfa réside probablement dans le fait que ce terme englobe plusieurs phénomènes distincts. Une partie est, effectivement, le reflet de phares de véhicules. Une autre partie pourrait être des mirages atmosphériques. Mais il est également possible qu'une fraction de ces observations soit la manifestation d'un processus géologique ou atmosphérique que nous ne maîtrisons pas encore. Le point d'observation, installé près de l'autoroute, continue d'attirer les touristes. Chacun espère y apercevoir, non pas de simples phares, mais le véritable miracle du désert qui n'a jamais reçu d'explication définitive. Changeons de décor et quittons le désert pour l'île tropicale de la Barbade. C'est là que se déroule l'une des histoires les plus étranges et terrifiantes jamais associées à un caveau familial, l'affaire des cercueils mouvants du caveau des Chase. Imaginez un imposant caveau en pierre, partiellement enterré, dont l'entrée est scellée par une lourde dalle de marbre. À l'intérieur, plusieurs lourds cercueils en plomb, pesant chacun plusieurs centaines de kilos. Pourtant, chaque fois que le caveau était ouvert pour une nouvelle inhumation, les ouvriers découvraient le même chaos total. Les cercueils étaient déplacés, renversés. Certains se tenaient même debout, appuyés contre le mur. Étrangement, la lourde dalle d'entrée restait parfaitement en place, sans aucune trace d'effraction. Cette histoire a commencé en 1812. Le caveau appartenait à la famille Chase, et la scène se répétait à chaque décès et à chaque nouvelle ouverture. Ces cercueils extrêmement lourds étaient éparpillés comme de simples jouets. La seule exception était un petit cercueil en bois qui, lui, restait toujours à sa place.
Ce phénomène a duré plusieurs années. La nouvelle de cet étrange phénomène se répandit rapidement sur l'île. En 1819, le gouverneur de la Barbade, Lord Combermere, décida d'enquêter personnellement. Après une nouvelle inhumation, il ordonna que l'on inspecte minutieusement le caveau, puis que l'on recouvre le sol d'une fine couche de sable afin d'enregistrer la moindre trace. L'entrée fut ensuite scellée, non seulement par la dalle, mais aussi par du ciment, sur lequel fut apposé le sceau du gouverneur. Moins d'un an plus tard, des bruits étranges furent signalés provenant du caveau. Le gouverneur ordonna de l'ouvrir. Les scellés étaient intacts, la lourde dalle fut déplacée non sans mal. Et qu'y découvrirait-il? Encore une fois, c'était le désordre le plus complet. Les cercueils étaient dispersés, mais, sur le sable au sol, il n'y avait absolument aucune trace, ni humaine, ni d'aucune autre nature. C'était totalement inexplicable. Suite à cet événement, il fut décidé de retirer tous les cercueils de ce caveau maudit et de les réinhumer séparément dans le cimetière. Depuis lors, le caveau des Chase est resté vide, et aucun autre phénomène étrange ne s'y est produit. Quelles explications pourraient bien se cacher derrière ce phénomène? Bien sûr, des versions impliquant des fantômes, des malédictions et des poltergeists sont immédiatement apparues. Mais penchons-nous sur les hypothèses rationnelles. L'une d'elles est celle de l'inondation. Il est possible que de l'eau se soit infiltrée dans le caveau lors de fortes pluies. Les cercueils, étant hermétiques, auraient pu flotter dans l'eau comme des bateaux, puis se déposer de manière aléatoire lorsque l'eau se retirait. Cette théorie expliquerait le mouvement, mais elle pose de sérieux problèmes. Premièrement, aucune trace d'eau ou d'humidité n'a jamais été relevée lors de l'ouverture du caveau. Deuxièmement, comment l'eau aurait-elle pu déplacer la dalle sans laisser de traces dans le sable? Une autre théorie est celle de l'activité sismique, c'est-à-dire de légers tremblements de terre. Des secousses souterraines auraient pu faire glisser et bouger les cercueils. La Barbade se trouve effectivement dans une zone sismiquement active. Mais cette version ne résiste pas non plus à l'examen. Les tremblements de terre auraient dû endommager d'autres caveaux dans le cimetière. Or, rien de tel n'a été observé. De plus, il est peu probable que des secousses aient pu redresser un lourd cercueil pour le mettre à la verticale. Le mystère des cercueils mouvants est donc resté entier. C'est l'une de ces énigmes historiques qu'il est désormais impossible de vérifier. Nous n'avons que des témoignages et de vieux documents. S'agissait-il d'une mystification collective ou bien quelque chose dépassant notre entendement s'est-il réellement produit sur l'île de la Barbade? Abandonnons un instant les mystères macabres pour nous tourner vers un phénomène optique magnifique et éphémère, souvent observé en mer, le rayon vert ou flash vert. Beaucoup en ont entendu parler, que ce soit par le biais des romans de Jules Verne ou des films Pirates des Caraïbes. Mais il ne s'agit pas d'une fiction, c'est une réalité bien tangible. Imaginez, vous êtes sur le rivage, les yeux fixés sur le coucher du soleil, l'astre disparaît lentement sous l'horizon, et là, au tout dernier instant, lorsque le bord supérieur du disque solaire s'efface, un éclair ou une tache de lumière d'un vert émeraude éclatant jaillit au-dessus de l'horizon pendant 1 ou 2 secondes. C'est ce que l'on appelle le rayon vert. Apercevoir ce rayon est considéré comme un grand privilège. Cela exige des conditions très spécifiques, un air extrêmement pur et transparent, ainsi qu'un horizon totalement dégagé, comme on le trouve en haute mer ou dans le désert. Qu'est-ce donc exactement? Contrairement à d'autres phénomènes, le rayon vert possède une explication scientifique solide ancrée dans la physique atmosphérique. Néanmoins, certaines subtilités de son mécanisme restent encore l'objet d'étude. Tout est une question de réfraction, c'est-à-dire de déviation de la lumière dans l'atmosphère. L'atmosphère terrestre agit comme un prisme gigantesque. Lorsque la lumière solaire, qui est en réalité un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la traverse, elle se décompose en un spectre lumineux. Les rayons bleus et verts sont davantage réfractés que les rayons rouges et orangés. Lorsque le soleil est haut dans le ciel, toutes ces couleurs se mélangent et nous voyons une lumière blanche ou jaune. Mais quand le soleil se trouve à l'horizon, ces rayons doivent traverser une couche d'air beaucoup plus épaisse. Cela amplifie considérablement l'effet de réfraction. Le résultat, nous percevons en quelque sorte plusieurs images du soleil de couleurs différentes, légèrement décalées les unes par rapport aux autres. Le bord supérieur du disque solaire
apparaît ainsi bleu-vert, tandis que le bord inférieur est rouge. Tant que le soleil est encore au-dessus de l'horizon, ces couleurs sont trop intenses et se fondent. Mais à l'instant précis où la majeure partie du disque, celle dominée par le rouge et le jaune, disparaît sous la ligne d'horizon, seule la toute dernière portion, la partie verte, peut être visible pendant une fraction de seconde. Pourquoi voyons-nous du vert et non du bleu ou du violet, qui sont pourtant encore plus réfractés? La raison est simple. Les rayons bleus et violets sont très fortement diffusés par les molécules d'air. C'est d'ailleurs ce même phénomène qui donne au ciel sa couleur bleue. Au moment où la lumière du soleil couchant nous parvient, le bleu et le violet sont presque entièrement dispersés. Par conséquent, la dernière couleur qui reste visible est le vert. Dans de très rares cas, lorsque la transparence atmosphérique est absolument parfaite, il est possible d'apercevoir un rayon bleu, mais cela reste exceptionnel. Bien que le mécanisme de base soit clair, les scientifiques continuent d'étudier les détails complexes. Ils examinent notamment l'impact des inversions de température, de l'état de la mer et d'autres facteurs sur la forme et la luminosité de ce flash. Le rayon vert est un exemple magnifique de la manière dont les lois physiques que nous connaissons peuvent engendrer un spectacle éphémère, presque magique. C'est un rappel que la beauté et le mystère se cachent souvent dans les détails, dans ces fractions de secondes où le monde nous apparaît dans sa véritable nature décomposée en couleurs. Nous avons déjà abordé le mystère du bourdonnement de Taos, mais ce phénomène est loin d'être isolé. Partout dans le monde, des humes locaux tourmentent les riverains et mettent les scientifiques au défi. L'un des plus célèbres est sans doute le bourdonnement de Bristol, en Angleterre. L'histoire est la même qu'à Taos. Dès les années 70 du siècle dernier, des centaines d'habitants de Bristol ont commencé à se plaindre d'un bruit sourd et constant, de très basse fréquence. Ce bruit est souvent décrit comme le ronronnement d'un moteur diesel tournant au ralenti. Il est surtout audible à l'intérieur des habitations, et principalement la nuit. Et, à nouveau, tout comme à Taos, il est loin d'être entendu par tout le monde. Ce bourdonnement est devenu un problème si sérieux que les autorités locales ont dû lancer plusieurs enquêtes. Scientifiques et ingénieurs ont sillonné la ville à la recherche de la source. Ils ont inspecté les usines, le trafic, les systèmes de ventilation et les lignes électriques. Plusieurs hypothèses ont été avancées. L'une d'elles associait le bourdonnement au passage des véhicules sur le pont, traversant la rivière Avon. Une autre pointait du doigt l'activité de gros ventilateurs industriels dans une usine locale. Pendant un temps, on a cru que la source était trouvée. Après la modernisation des équipements de l'usine, le nombre de plaintes a effectivement diminué. Mais le phénomène n'a pas disparu. Le bourdonnement continuait de déranger certains habitants. Cela a poussé les chercheurs à creuser davantage. Une nouvelle théorie est apparue, impliquant les gazoducs à haute pression. Il est possible que la vibration du gaz circulant dans ces canalisations souterraines crée un son de basse fréquence qui se propage à travers le sol et qui est mieux capté à l'intérieur des bâtiments qui entrent en résonance avec lui. Une autre hypothèse, plus complexe, lie le bourdonnement de Bristol à l'océan. Bristol n'est pas très loin de la côte. Certains océanographes ont suggéré que le son pourrait être généré par de longues vagues océaniques qui interagissent entre elles. Cette interaction pourrait créer des vibrations infrasonores qui se propagent ensuite sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Cette théorie expliquerait pourquoi le bruit s'intensifie lors de certaines conditions météorologiques. Comme pour Taos, il existe également une hypothèse médicale, celle d'un acouphène collectif ou d'autres troubles auditifs. Mais cette explication n'éclaire pas pourquoi les auditeurs sont concentrés dans des zones géographiques bien précises. Le mystère du bourdonnement de Bristol, tout comme celui des phénomènes similaires, réside dans sa nature multifacette. Il est fort probable qu'il n'ait pas de source unique. Il est sans doute le résultat d'une interaction complexe entre plusieurs facteurs. Le bruit industriel, les particularités géologiques, les phénomènes atmosphériques et la sensibilité individuelle des personnes. Chacun de ces éléments y contribue, créant une ambiance acoustique unique qui, pour certains, devient obsédante et douloureuse. Ces hums représentent un défi non seulement pour les physiciens et les ingénieurs, mais aussi pour les psychologues et les médecins.
Ils nous obligent à repenser les limites de notre perception et la manière dont l'environnement, même à un niveau invisible ou inaudible pour la majorité, peut influencer notre quotidien. Tournons à nouveau nos regards vers les étoiles, vers un objet qui, en 2015, a complètement sidéré les astronomes, les poussant à évoquer l'hypothèse de mégastructures extraterrestres. Il s'agit de l'étoile Kik 8 462 852, mieux connue sous le nom de l'étoile de Tabi. Cette étoile se trouve dans la constellation du Cygne, à près de 1500 années-lumière de nous. Elle a attiré l'attention des scientifiques grâce aux données du télescope spatial Kepler. Ce télescope traque les exoplanètes en surveillant les moindres variations de la luminosité des étoiles. Quand une planète passe devant son étoile, elle bloque une partie de sa lumière, provoquant une légère chute de luminosité. En général, ces baisses sont régulières et n'excèdent pas 1%. L'étoile de Tabi, elle, s'est comportée de manière radicalement différente. Kepler a enregistré des dizaines de baisses de luminosité chaotiques et complètement irrégulières. Et surtout, ces baisses étaient extrêmement profondes, allant jusqu'à 22%. Cela signifiait que quelque chose de gigantesque, potentiellement de la moitié de la taille de l'étoile elle-même, passait périodiquement devant elle. Alors, qu'est-ce que cela pouvait être? La première idée fut celle d'un essaim de comètes. Peut-être qu'un gigantesque nuage de milliers de comètes tournait autour de l'étoile, provoquant ces étranges occultations en passant devant elle. Cette hypothèse fut la principale pendant un certain temps car elle expliquait l'irrégularité des baisses de lumière. Mais elle présentait des problèmes. Pour provoquer une baisse de luminosité aussi spectaculaire, il faudrait une quantité de comètes incroyablement dense. Un tel nuage aurait généré une quantité massive de poussière qui, chauffée par l'étoile, aurait dû émettre un rayonnement intense dans l'infrarouge. Or, les observations des télescopes infrarouges n'ont montré aucun excès de ce rayonnement. C'est alors qu'est apparue l'hypothèse la plus fascinante et la plus spéculative. L'astronome Jason Wright a suggéré que nous n'observions pas un objet naturel, mais une construction artificielle, ce que l'on appelle une sphère de Dyson, ou du moins des fragments. Il s'agit d'une mégastructure hypothétique qu'une civilisation très avancée pourrait bâtir autour de son étoile pour capter l'intégralité de son énergie. Une telle structure expliquerait parfaitement les assombrissements profonds et irréguliers. Cette idée a bien sûr enflammé le web et donné une visibilité énorme à l'étoile. Le projet SETI a même pointé ses radiotélescopes vers l'étoile de Tabi à la recherche de signaux, mais n'a rien détecté. Les scientifiques continuent de chercher des explications plus naturelles. Des théories ont émergé. Il pourrait s'agir d'un nuage de poussière résultant d'une collision planétaire, ou bien l'étoile pourrait avoir un compagnon obscur entouré d'un disque de matière. Une autre version encore évoque des processus internes à l'étoile elle-même. Peut-être est-elle dans une phase instable de son évolution, et sa luminosité change à cause de mécanismes qui se déroulent dans ses entrailles. Cependant, aucune de ces théories ne parvient à expliquer complètement toutes les anomalies observées. L'étoile de Tabi reste l'une des plus mystérieuses de notre ciel. Il est fort probable que son secret ne soit pas lié aux extraterrestres, mais réside dans un phénomène astrophysique inédit que nous n'avons pas encore compris. Mais tant que le mystère plane, il continuera de stimuler notre imagination et de nous rappeler que l'univers est peut-être bien plus étrange et surprenant que nous ne le pensons. Après avoir exploré les mégastructures cosmiques, penchons-nous sur une énigme qui réside au cœur de notre propre corps et de notre esprit, l'effet placebo. Nous en avons tous entendu parler. C'est ce phénomène fascinant où l'état d'une personne s'améliore après avoir reçu un leurre, une pilule sans substance active, une injection de solution saline ou même une fausse opération simplement parce qu'elle est convaincue de recevoir un traitement réel. L'effet placebo n'est pas une invention. C'est un phénomène psychobiologique réel, puissant et mesurable. Il est d'ailleurs si puissant que, lors de l'essai de tout nouveau médicament, on le compare systématiquement à un placebo. C'est la seule façon de prouver que le traitement fonctionne réellement et qu'il ne s'agit pas juste d'une simple suggestion d'amélioration.
Mais comment cela fonctionne-t-il? C'est là que le mystère s'épaissit. Pendant longtemps, le placebo a été considéré comme un simple effet psychologique de l'autosuggestion. Or, les études modernes utilisant l'imagerie cérébrale montrent que la réalité est bien plus complexe. Lorsqu'une personne prend un placebo, convaincue qu'il s'agit d'un antidouleur, son cerveau active exactement les mêmes régions responsables de la production d'opioïdes naturels, les endorphines. Autrement dit, le cerveau se met lui-même à fabriquer son propre calmant. L'attente de la guérison déclenche de véritables processus biochimiques dans le corps. Et ce n'est pas tout. L'effet placebo ne se limite pas à la douleur. Il peut impacter les symptômes de la maladie de Parkinson, la dépression, les allergies et bien d'autres affections. Par exemple, chez les patients atteints de Parkinson, la prise d'un placebo peut provoquer une libération de dopamine dans le cerveau, le neurotransmetteur qui fait justement défaut. Comment le cerveau sait-il exactement quelle substance il doit produire? Encore plus mystérieuse est la face cachée de ce phénomène, l'effet nocebo. C'est lorsque des attentes négatives provoquent de réels symptômes négatifs. Si vous dites à quelqu'un que sa pilule inactive risque de lui donner mal à la tête, il y a de fortes chances qu'il souffre effectivement d'une migraine. Cela démontre à quel point nos pensées et nos convictions peuvent impacter profondément notre condition physique. Les scientifiques ne comprennent pas encore totalement tous les mécanismes qui sous-tendent l'effet placebo. Ce qui est clair, c'est qu'il implique des connexions complexes entre le cortex cérébral, responsable de nos attentes et de nos croyances, et des structures plus primitives qui gèrent la biochimie de notre corps. L'étude du placebo n'est pas qu'une simple curiosité scientifique. En comprenant comment l'activer et le contrôler, nous pourrions apprendre à utiliser les ressources internes de notre organisme pour soigner des maladies, réduisant ainsi notre dépendance aux médicaments. Ce serait une révolution médicale. L'effet placebo est la preuve tangible du lien indissociable entre l'esprit et le corps. Il nous montre que notre conscience n'est pas un simple observateur passif, mais un participant actif dans la gestion de notre santé. Et cette pharmacie interne, cachée dans notre cerveau, demeure à ce jour l'une des plus grandes énigmes de la médecine. Abandonnons les mystères de notre esprit pour nous plonger dans ceux du cosmos, en abordant une question simple en apparence, mais à laquelle nous n'avons aucune réponse. Si l'univers est si vaste et regorge d'étoiles, pourquoi n'avons-nous toujours trouvé aucun signe de vie extraterrestre? Cette interrogation est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Elle fut formulée pour la première fois en 1950 par le physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner avec des collègues. La logique est implacable. Notre galaxie, la Voie lactée, abrite des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup d'entre elles, nous le savons désormais, possèdent des planètes. Certaines se trouvent dans ce que l'on appelle la zone habitable, où les conditions sont propices à l'existence d'eau liquide et donc potentiellement à la vie. Si la vie, puis des civilisations intelligentes, émergeaient, ne serait-ce que sur une infime fraction de ces planètes, l'une d'entre elles, au cours des milliards d'années d'existence de la galaxie, aurait dû atteindre un niveau technologique permettant le voyage interstellaire ou l'envoi de signaux. La Voie lactée aurait pu être colonisée en quelques millions d'années, ce qui n'est qu'un clin d'œil à l'échelle cosmique. Alors, où sont-ils tous? Pourquoi ne voyons-nous ni leurs vaisseaux, ni leurs signaux, ni même la moindre trace de leurs activités? Ce grand silence de l'univers est la quintessence du paradoxe de Fermi. De nombreuses tentatives d'explication existent, et elles se classent en plusieurs grandes catégories. La première série d'hypothèses suggère que nous sommes seuls, ou du moins que la vie intelligente est un phénomène extraordinairement rare. Il faudrait peut-être une conjonction unique de circonstances, qui ne se serait produite que sur notre planète. C'est l'hypothèse de la Terre rare. La deuxième catégorie avance que des civilisations existent, mais que nous ne parvenons pas à communiquer avec elles, soit parce qu'elles sont trop éloignées, soit parce qu'elles utilisent des technologies de communication que nous ne pouvons pas décrypter. Il est aussi possible qu'elles dissimulent intentionnellement leur existence, appliquant le principe de faire profil bas pour ne pas attirer l'attention de civilisations potentiellement plus agressives. C'est l'hypothèse dite de la forêt sombre. La troisième catégorie
et la plus sinistre, postule l'existence d'un grand filtre. Il s'agit d'un obstacle infranchissable qui empêche les civilisations d'atteindre un stade de développement avancé. Ce filtre pourrait être derrière nous. Par exemple, l'émergence de la vie ou de l'intelligence serait l'étape incroyablement difficile que nous avons déjà franchie. Ou bien, et c'est la possibilité la plus terrifiante, ce filtre pourrait être devant nous. Peut-être que toute civilisation qui atteint un certain niveau technologique finit inévitablement par s'autodétruire, que ce soit par une guerre nucléaire ou une catastrophe écologique. Dans ce cas, le silence de l'univers est un présage sinistre. Le paradoxe de Fermi n'est pas tant un problème scientifique qu'une question philosophique. Il nous force à méditer sur notre place dans l'univers, sur l'avenir de l'humanité et sur la valeur de notre propre existence. Tant que nous n'aurons pas découvert le moindre microbe sur Mars ou capté un signal incontestable venu du cosmos, cette question restera ouverte et le ciel nocturne demeurera à la fois magnifique et terriblement silencieux. Abordons les deux plus grands mystères de la physique et de la cosmologie moderne. De quoi notre univers est-il réellement composé? Si l'on observe tout ce que nous pouvons voir, les étoiles, les planètes, les galaxies et nous-mêmes, on réalise que toute cette matière ordinaire, dite baryonique, ne représente qu'environ 5% de la masse et de l'énergie totale de l'univers. Et les 95% restants, ils sont constitués de deux substances mystérieuses dont nous ne savons presque rien, la matière noire et l'énergie noire. Commençons par la matière noire. Sa part représente environ 27% de l'univers. Nous ne connaissons son existence que par ses effets gravitationnels. Dans les années 30, l'astronome Fritz Zwicky, en observant des amas de galaxies, a remarqué qu'elles tournaient beaucoup trop vite. La masse visible de toutes les étoiles dans ces galaxies n'était absolument pas suffisante pour les maintenir ensemble par leur seule gravité. Elles auraient dû s'éparpiller. Zwicky a alors supposé l'existence d'une masse cachée ou matière noire qui créait une attraction supplémentaire. Plus tard, l'astronome Vera Rubin a découvert la même chose en étudiant des galaxies individuelles. Leurs parties extérieures tournaient à la même vitesse que les parties intérieures, ce qui contredisait les lois de Newton. La seule explication possible était la présence d'un halo invisible de matière noire entourant les galaxies. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Nous savons ce que la matière noire n'est pas. Ce ne sont pas de simples nuages de poussière sombres ou des étoiles éteintes, car ils absorberaient la lumière, et ce n'est pas ce que nous observons. Elle n'interagit pas avec la lumière ni avec les forces électromagnétiques en général. Elle est donc invisible. Elle n'interagit qu'à travers la gravité. L'hypothèse principale est que la matière noire est constituée de particules élémentaires exotiques qui ne font pas partie du modèle standard de la physique. Elles sont souvent appelées WIMPs pour Weakly Interacting Massive Particles. Des détecteurs souterrains gigantesques sont construits partout dans le monde pour tenter de capturer ces particules, mais jusqu'à présent sans succès. Passons à l'énergie noire. Elle constitue une part encore plus grande de l'univers, environ 68%. Si la matière noire attire tout, l'énergie noire, elle, repousse. Son existence a été découverte à la fin des années 90, lorsque deux équipes d'astronomes, étudiant des supernovae lointaines, ont constaté que l'univers non seulement s'étendait, mais qu'il s'étendait en s'accélérant. Ce fut une découverte choquante. Il doit exister une certaine force, une énergie omniprésente dans tout l'espace, qui contrecarre la gravité et force les galaxies à s'éloigner les unes des autres de plus en plus vite. C'est cette énergie que l'on a appelée énergie noire. Nous en savons encore moins sur sa nature que sur celle de la matière noire. Il est possible qu'il s'agisse d'une propriété du vide lui-même, la fameuse constante cosmologique qu'Einstein avait introduite puis qualifiée de sa plus grande erreur. Ou peut-être s'agit-il d'un nouveau champ d'énergie qui imprègne l'univers. La matière noire et l'énergie noire représentent deux gigantesques zones d'ombre sur notre carte du cosmos. Elles démontrent que nous n'avons étudié et compris qu'une infime partie de la composition de notre monde. Résoudre leur mystère sera la plus grande révolution en physique depuis l'époque d'Einstein, et cela pourrait potentiellement
transformer complètement notre perception du passé et de l'avenir de l'univers. Après avoir exploré les énigmes globales de l'univers, penchons-nous sur une découverte plus locale, mais tout aussi fascinante, faite en Chine, les mystérieux tuyaux de Baigong. Imaginez une région désertique dans la province du Qinghai. Là, sur le mont Baigongshan, une grotte abrite 2 tubes rouillés, d'une quarantaine de centimètres de diamètre, qui s'enfoncent profondément dans la roche. Ils présentent une apparence étonnamment artificielle. De plus, de nombreux autres tubes, de plus petit diamètre, traversent la montagne et aboutissent à un lac salé voisin. Certains s'enfoncent même sous le fond du lac. L'âge des roches dans lesquelles ces structures sont encastrées est estimé à plusieurs millions d'années. C'est ce détail qui a immédiatement créé la sensation, qui a bien pu fabriquer et installer ces tuyaux bien avant l'apparition de l'homme. Naturellement, des théories ont rapidement émergé, évoquant une base extraterrestre ou les vestiges d'une civilisation ancienne et hautement développée qui nous serait inconnue. Les médias d'État chinois ont d'ailleurs largement couvert cette découverte, attirant les touristes dans cette région isolée. Mais que dit la science face à tout cela? Des analyses ont été menées sur le matériau composant ces tubes. Une étude réalisée dans une fonderie locale a révélé qu'ils sont principalement constitués d'oxyde de fer, avec une forte teneur en dioxyde de silicium et en oxyde de calcium. 8% de leur composition est restée indéterminée. La présence de fer et la rouille expliquent leur aspect, mais cela ne répond pas à la question cruciale. Comment se sont-ils formés? Les géologues proposent une explication plus prosaïque, mais non moins fascinante. Ils estiment que les tuyaux de Baigong ne sont pas des structures artificielles, mais une formation géologique rare. Ce sont des concrétions. Selon une première hypothèse, la région aurait connu d'anciennes fissures remplies de sédiments riches en fer. Avec le temps, ces sédiments se seraient pétrifiés, formant des tubes solides, tandis que la roche environnante, plus tendre, se serait érodée, les mettant à nu. Une autre hypothèse géologique, plus populaire, relie la formation des tubes à un processus appelé pseudomorphose. Il est possible qu'il y a des millions d'années, des troncs d'arbres aient été présents dans cette roche. Le matériau organique aurait alors pourri et aurait été remplacé par des minéraux riches en fer, reproduisant ainsi fidèlement la forme des troncs. Voilà comment ces tuyaux énigmatiques auraient pu se former. Cette théorie explique à la fois leur composition et leur structure. Cependant, les partisans de l'origine artificielle ne désarment pas. Ils soulignent la forme remarquablement régulière des tubes et le fait qu'ils ne sont pas disposés de manière chaotique, mais semblent plutôt former une sorte de système organisé. Ils s'appuient également sur ces fameux 8% non identifiés, suggérant qu'ils pourraient contenir des éléments d'origine extraterrestre. Néanmoins, des analyses ultérieures et plus approfondies n'ont confirmé la présence d'aucun élément exotique. Les tuyaux de Baigong sont l'exemple classique d'un phénomène naturel extraordinaire qui peut être pris pour l'œuvre de mains ou de tentacules. C'est une histoire qui illustre comment notre imagination et notre besoin de croire aux miracles peuvent influencer l'interprétation des faits. Il est fort probable qu'il s'agisse bien d'un phénomène géologique unique. Mais tant qu'une étude exhaustive n'aura pas définitivement validé cette version, le mont Baigongshan restera un lieu de pèlerinage pour ceux qui croient que l'histoire de notre planète est peut-être bien plus étrange que ce que racontent les manuels scolaires. Voici une autre découverte énigmatique, remontée du fond de l'océan, dont l'aspect est si étrangement artificiel qu'il est difficile de la considérer comme une simple œuvre de la nature. En 1964, le navire de recherche américain El Tanin, alors qu'il opérait dans les eaux antarctiques, a capturé une image du plancher océanique à près de 4 km de profondeur. Sur ce cliché, un objet, pour le moins étrange, fut immortalisé, un long fût droit, surmonté d'une structure dotée de 12 ramifications, toutes disposées à des angles parfaitement égaux. Chacune de ces branches se terminait par une petite sphère. L'ensemble ressemblait étonnamment à une antenne sophistiquée. Surnommée l'antenne d'El Tanin, cet objet
a immédiatement soulevé une vague d'intérêt et une vive controverse. Un objet d'une symétrie et d'une complexité pareille pouvait-il s'être formé naturellement? Les ufologues et les tenants de la théorie des paléocontacts y ont vu aussitôt la preuve de visites extraterrestres. Ils y ont supposé soit l'épave d'un vaisseau spatial submergé, soit une sorte d'émetteur installé au fond de l'océan à des fins de communication ou de surveillance. Cette théorie fut extrêmement populaire dans les années 60 et 70, mais qu'en dit la biologie? En 1971, les océanographes Cornelius et Bradford émirent l'hypothèse que l'antenne deltanine n'était pas un artefact, mais bien un organisme vivant. Ils l'identifièrent comme une éponge carnivore du genre Cladorhiza concrescens. Ces éponges abyssales possèdent effectivement des formes très singulières qui leur servent à piéger de petits crustacés. Elles s'ancrent au fond par une tige, tandis que leurs branches forment une nasse pour capturer leur proie. Cette explication paraissait tout à fait plausible. Elle transposait l'énigme du domaine de l'ufologie à celui de la biologie marine. La mystère semblait résolu. Cependant, lorsque d'autres biologistes examinèrent la photo et la comparèrent aux spécimens connus, ils relevèrent des incohérences. Premièrement, l'objet sur le cliché était d'une symétrie frappante, bien supérieure à celle des spécimens habituels de Cladorhiza concrescens. Deuxièmement, ses ramifications divergeaient du centre à des angles parfaitement égaux de 15 degrés. Une telle précision mathématique est peu habituelle dans le monde vivant. Le débat a donc repris de plus belle. S'agissait-il d'une espèce d'éponge inconnue, dotée d'une symétrie idéale? C'est tout à fait possible, car le monde des abysses regorge de créatures encore non découvertes. Ou, peut-être, l'hypothèse initiale d'une origine artificielle n'était-elle pas si infondée? Aujourd'hui, la majorité des scientifiques s'accordent à dire que l'antenne deltanien est très probablement une éponge marine. Néanmoins, cet objet n'ayant jamais été retrouvé ni étudié de visu depuis cette époque, nous ne disposons que d'un unique cliché en noir et blanc. Ce manque de données laisse toujours une petite place au doute et à la spéculation. Le antenne deltanin est un parfait exemple de la façon dont un seul cliché peut engendrer des décennies de controverses. C'est l'histoire de la nature qui crée des structures que notre cerveau, toujours en quête d'ordre, interprète instinctivement comme étant l'œuvre d'une intelligence artificielle ou étrangère. Plongeons en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, sur les rives du Mékong, où un phénomène à la fois mystérieux et magnifique se produit chaque année fin octobre. Ce sont les célèbres boules de feu du Naga. Imaginez la rivière dans l'obscurité. Des centaines de personnes sont massées sur les berges, attendant un miracle. Soudain, des profondeurs du Mékong, des sphères lumineuses, tirant sur le rouge, commencent à s'élever. Elles jaillissent de l'eau en silence, montent à une hauteur de plusieurs dizaines de mètres, puis s'évanouissent. En une seule nuit, on peut observer des centaines, voire des milliers de ces boules. Ce spectacle n'a lieu qu'une fois par an, à la fin du carême bouddhiste, attirant une foule immense de touristes et de pèlerins. Selon les légendes locales, ces boules de feu sont émises par le Naga, un serpent mythique qui réside dans le fleuve, en signe d'hommage à Bouddha. C'est une très belle histoire, mais les scientifiques, naturellement, s'efforcent d'y trouver une explication rationnelle. Quelles sont donc les hypothèses? La première et la plus répandue des théories scientifiques associe ces boules de feu au gaz des marées, le méthane. Elle suggère que le méthane est produit au fond du Mékong par la décomposition de matières organiques. À une période précise de l'année, lorsque la pression et la température changent, des bulles de méthane se détachent du fond et remontent à la surface. Au contact de l'oxygène de l'air, elles pourraient s'auto-enflammer, donnant naissance à ces fameuses sphères lumineuses. Cette théorie semble logique. Cependant, elle rencontre de sérieuses objections. Premièrement, pour que le méthane s'auto-enflamme au contact de l'air, des conditions très spécifiques sont nécessaires, notamment la présence de phosphine, un gaz qui s'enflamme spontanément. Il est difficile de comprendre pourquoi ces conditions n'apparaîtraient qu'à un seul endroit et seulement durant une seule nuit par an. Deuxièmement, les témoins oculaires affirment que les boules s'élèvent de l'eau sans aucune éclaboussure et qu'elles ne ressemblent pas à une simple combustion de gaz.
elles possèdent une forme et une trajectoire bien définies. La deuxième théorie, plus sceptique, avance que les boules de feu du Naga sont un phénomène d'origine humaine. Certains critiques soutiennent qu'il s'agit simplement de fusées éclairantes ou de balles traçantes tirées depuis l'autre rive du fleuve, côté Laos. Cela expliquerait la régularité et la prévisibilité de l'événement. Cependant, les habitants locaux et les autorités thaïlandaises le nient catégoriquement. De plus, de nombreux observateurs, y compris les scientifiques ayant étudié le phénomène, affirment que la trajectoire et l'aspect de la luminescence ne correspondent pas à de la pyrotechnie. Les sphères montent verticalement sans laisser de traces de fumée. Il existe une troisième hypothèse, plus exotique, similaire à celle qui explique les lumières d'Esdalen. Elle suggère qu'il pourrait s'agir d'une forme de plasma générée par les caractéristiques géologiques particulières du lit du fleuve. Il se pourrait que l'interaction entre l'eau, les minéraux et certains champs électriques donne naissance à ces agrégats d'énergie lumineux. Mais il s'agit d'une version purement spéculative qui manque de preuves concrètes. Le mystère des boules de feu du Naga reste entier. Est-ce un phénomène naturel rare lié à la chimie des sédiments fluviaux? Est-ce une mystification astucieuse entretenue pour attirer les touristes? Ou s'agit-il vraiment de quelque chose que la science n'est pas encore en mesure d'expliquer? En attendant les réponses, chaque automne, les foules continueront de se rassembler sur les rives du Mékong pour assister à ce miracle, ces boules de feu qui s'élèvent des eaux sombres de l'ancien fleuve. Dirigeons-nous maintenant vers l'État de Washington, aux États-Unis, théâtre d'un événement pour le moins étrange et troublant survenu en 1994. C'est le mystère des gouttes d'Oakville ou Blobs. Imaginez la petite ville d'Oakville. Le 7 août, elle a été frappée par une pluie des plus insolites. Au lieu d'eau, de petites gouttes transparentes et gélatineuses, à peine plus grosses qu'un grain de riz, s'abattirent du ciel. Ce phénomène se répéta 6 fois en l'espace de 3 semaines. Au début, les habitants n'y prêtèrent pas grande attention, mais peu de temps après, la quasi-totalité de la population tomba malade, affligée de symptômes similaires à ceux d'une grippe sévère. Ces derniers incluaient des vertiges, des nausées et des difficultés respiratoires et pouvaient persister pendant plusieurs semaines, voire des mois. Un habitant, dont la mère avait prélevé un échantillon de cette gelée pour l'examiner, affirma avoir observé au microscope des cellules en mouvement. Un autre échantillon fut envoyé à un laboratoire. L'analyse initiale révéla un contenu sidérant. Les gouttes contenaient des leucocytes humains, c'est-à-dire des globules blancs. Cette découverte fut absolument choquante et inexplicable. Comment des cellules humaines avaient-elles pu se retrouver dans la pluie? Cette situation donna naissance à une foule de théories. La plus populaire parmi les adeptes du complot suggérait un test d'armes biologiques. Des avions militaires auraient délibérément aspergé la ville d'un gel contenant des cellules vivantes afin d'étudier ses effets sur la population. Cette hypothèse est renforcée par la localisation de la ville, située sur le couloir aérien fréquemment emprunté par les avions de l'armée se dirigeant vers l'océan. Une autre version impliquait les avions commerciaux. Il est possible que des déchets de toilette aient été largués depuis un appareil. Ce mélange de produits chimiques et de déjections humaines aurait pu geler en altitude, puis fondre et tomber sous forme de ces gouttes gélatineuses. Si cette théorie, bien que peu ragoûtante, explique la présence de cellules humaines, elle n'élucide en rien la maladie collective qui a frappé les habitants. Une troisième hypothèse, plus biologique, suggère que ces blobs n'étaient pas des cellules humaines, mais une forme d'organisme unicellulaire, comme des amibes, qui auraient été prises par erreur pour des leucocytes. Ces organismes auraient pu être aspirés dans l'atmosphère depuis la surface d'un plan d'eau avant de retomber avec la pluie. Quant à l'épidémie massive, elle aurait pu n'être qu'une coïncidence, la ville aurait très bien pu être touchée au même moment par une épidémie de grippe saisonnière ordinaire. Malheureusement, le mystère des gouttes d'Oakville restera probablement irrésolu. Les échantillons de la substance ont été perdus ou détériorés, rendant impossible toute nouvelle analyse approfondie aujourd'hui. Il ne nous reste que des témoignages oculaires, des résultats de tests initiaux contradictoires et une abondance de spéculations. S'agissait-il d'un phénomène atmosphérique unique,
d'une pollution ou de quelque chose de bien plus sinistre, cette histoire demeure un chapitre étrange et troublant dans les annales des phénomènes inexpliqués. Après les pluies gélatineuses, passons à une énigme qui n'est pas tant liée à la physique ou à la biologie qu'à la psychologie et à la neurologie. Il s'agit du phénomène de déjà-vu. Presque chacun d'entre nous a ressenti cette sensation étrange au moins une fois dans sa vie. Vous vous retrouvez dans une nouvelle situation, vous rencontrez une nouvelle personne, ou vous arrivez dans un endroit inconnu, et soudain, vous êtes traversé par la certitude que tout cela s'est déjà produit. Chaque mot, chaque geste, chaque détail de l'environnement semble douloureusement familier, comme si vous revoyiez un vieux film ou reviviez un rêve oublié. Cette impression ne dure que quelques secondes, puis elle disparaît, vous laissant perplexe. Qu'était-ce que c'était ? Les anciens mystiques et ésotéristes voyaient le déjà-vu comme un souvenir de vies antérieures. Dans la culture contemporaine, on l'associe souvent à l'idée d'un bug dans la matrice. Mais que dit la science ? Les scientifiques étudient le déjà-vu depuis plus de 100 ans, mais n'arrivent toujours pas à un consensus sur ses causes. C'est un phénomène extrêmement difficile à étudier. Il est impossible de le provoquer artificiellement en laboratoire et il est bien trop fugace. C'est pourquoi la majorité des théories reposent sur des données indirectes et des modèles de fonctionnement cérébral. Une des hypothèses principales lie le déjà-vu au fonctionnement de la mémoire. Notre cerveau dispose de systèmes distincts pour la mémoire à court et à long terme. Il est possible qu'un dysfonctionnement se produise. L'information provenant de la mémoire à court terme est enregistrée par erreur immédiatement dans la mémoire à long terme. Par conséquent, lorsque nous prenons conscience de l'événement, notre cerveau a l'impression d'accéder à un ancien souvenir, alors que l'événement est en train de se dérouler. Une autre théorie, dite du double traitement, suggère que l'information entrant dans le cerveau se sépare brièvement en deux flux. Si l'un des flux prend un léger retard, lorsque celui-ci atteint finalement le centre de traitement, le cerveau a l'impression de recevoir cette information pour la seconde fois. On pourrait comparer cela à un petit écho dans la perception. Une autre hypothèse intéressante concerne l'hippocampe, cette région du cerveau responsable de la formation des souvenirs et de la reconnaissance des formes familières. Peut-être que le déjà-vu apparaît lorsqu'un élément isolé dans un nouvel environnement, la forme d'une chaise ou une odeur par exemple, ressemble à quelque chose que nous avons vu précédemment sans l'avoir consciemment mémorisé. L'hippocampe reconnaît cet élément familier et étend par erreur le sentiment de familiarité à l'ensemble de la situation. Les recherches montrent que le déjà-vu est plus fréquent chez les jeunes et chez les personnes qui voyagent beaucoup. On sait également que chez certains patients épileptiques, le déjà-vu peut être le précurseur d'une crise, ce qui souligne son lien avec certains processus électriques dans les lobes temporaux du cerveau. Le déjà-vu n'est pas seulement un amusant bug de notre perception, c'est une fenêtre ouverte sur les mécanismes complexes de notre mémoire et de notre conscience. Cette illusion fugace nous rappelle à quel point le processus que nous appelons la réalité est complexe et fragile, et combien nous savons peu de choses sur la manière dont notre cerveau l'a construit. Abordons une énigme tragique et toujours inexpliquée du monde animal, les échouages massifs de cétacés, notamment les baleines et les dauphins. Imaginez cette scène poignante. Des dizaines, parfois des centaines de cétacés s'échouent sur une plage. Les sauveteurs et les bénévoles s'efforcent désespérément de les ramener à l'eau, mais obstinément les animaux reviennent vers le rivage, condamnés à mourir de déshydratation ou écrasés par leur propre poids. C'est un spectacle déchirant, et le plus troublant, c'est que la science n'a toujours pas de réponse univoque sur les raisons de ce phénomène. Pourquoi ces mammifères marins, si intelligents et si évolués, commettent-ils cet acte apparemment absurde et suicidaire? De nombreuses théories existent et il est probable qu'il n'y ait pas une cause unique, mais plutôt un faisceau de facteurs. L'une des hypothèses principales est la désorientation de la navigation. Les cétacés s'orientent dans l'espace par écolocalisation, en émettant des signaux sonores et en analysant leurs reflets. Il est possible que, dans certains cas, leur boussole interne soit défaillante. Cela pourrait être dû à des anomalies du champ magnétique terrestre dans des zones spécifiques.
Certains littoraux où les échouages sont fréquents présentent effectivement une topographie magnétique complexe. Une autre version incrimine le relief du fond marin. Les plages de sable en pente douce, par exemple, pourraient mal réfléchir les signaux d'écolocalisation, désorientant les animaux et les piégeant. La seconde grande catégorie de théories est liée aux facteurs anthropiques, c'est-à-dire l'influence humaine. L'hypothèse de l'impact des sonars militaires, utilisés par les navires de guerre et les sous-marins, gagne en crédibilité. Ces puissants hydrolocateurs peuvent assourdir les cétacés, provoquer chez eux la maladie de décompression s'ils remontent trop vite, effrayés par le bruit, et les dévier de leur route. De fait, plusieurs échouages massifs ont coïncidé en temps et en lieu avec des exercices navals. On ne peut pas non plus écarter la pollution chimique des océans, qui affaiblit l'immunité des animaux et les rend plus vulnérables aux maladies. La troisième piste concerne les facteurs sociaux et biologiques. Les cétacés sont des animaux très sociaux, dotés de liens puissants au sein du groupe. Si un chef de meute est malade, désorienté ou blessé et s'échoue, le reste du groupe peut le suivre par instinct grégaire prononcé. C'est ce qui expliquerait pourquoi il persiste à revenir sur la plage même après avoir été secouru. Il est également possible que certains échouages soient la conséquence d'infections virales qui attaquent le cerveau et le système nerveux, altérant ainsi leur capacité de navigation. Très probablement, chaque événement d'échouage massif résulte d'une combinaison unique de plusieurs facteurs, naturels, anthropiques et sociaux. Cette tragédie de l'océan n'est pas seulement une énigme biologique complexe nécessitant des études approfondies, c'est surtout un avertissement sérieux pour l'humanité sur la manière dont notre activité, même invisible et inaudible sous l'eau, peut avoir des conséquences dévastatrices pour les autres habitants de notre planète. Voici une autre énigme, celle des instincts et des capacités d'orientation des animaux qui frisent le surnaturel, le mécanisme de la migration. Chaque année, des millions de créatures, oiseaux, poissons, insectes, mammifères, entreprennent d'incroyables périples sur des milliers de kilomètres. Les papillons monarques volent du Canada au Mexique, les caribous traversent la toundra, les baleines à bosse nagent des eaux polaires jusqu'aux tropiques. Nous savons pourquoi ils le font, pour trouver de la nourriture, un climat plus chaud ou un lieu de reproduction. Mais comment y parviennent-ils? Comment retrouvent-ils leur chemin? C'est là que réside l'un des plus grands mystères de la biologie. Prenons l'exemple de la sterne arctique. Ce petit oiseau parcourt jusqu'à 90 000 kilomètres chaque année, voyageant de l'Arctique à l'Antarctique, puis retour. Il bénéficie ainsi de plus de lumière du jour que n'importe quel autre être vivant sur Terre. Mais comment un jeune sterne, s'envolant pour la première fois sans ses parents pour lui montrer la voie, sait-il où aller? Les scientifiques ont découvert que les animaux disposent d'une véritable boîte à outils pour la navigation. Beaucoup, à l'instar des navigateurs d'antan, s'orientent grâce au soleil. Ils possèdent une horloge interne qui leur permet de déterminer la direction en tenant compte de la position du soleil à différentes heures de la journée. Mais que font-ils par temps couvert? Il s'avère que de nombreux animaux sont capables de se repérer grâce à la lumière polarisée, qui filtre même à travers les nuages. La nuit, ce sont les étoiles qui servent de guide. Des expériences ont d'ailleurs montré que des oiseaux élevés en planétarium parviennent à s'orienter en utilisant la carte du ciel projetée. Mais leur boussole la plus stupéfiante est sans doute la boussole magnétique. De nombreux animaux, des oiseaux aux tortues, en passant par les abeilles et même certaines bactéries, peuvent percevoir le champ magnétique terrestre. La manière exacte dont ils y parviennent n'est pas encore totalement élucidée. Une hypothèse suggère que leurs yeux contiennent des protéines spéciales, les cryptochromes, qui, sous l'effet de la lumière, deviennent sensibles à l'orientation du champ magnétique. Les oiseaux pourraient donc littéralement voir les lignes magnétiques. Une autre théorie évoque la présence dans leur corps, par exemple dans le bec, de minuscules particules de magnétite. Celles-ci agiraient comme l'aiguille d'une boussole, transmettant l'information au cerveau. Et qu'en est-il de l'odorat? Le saumon, né en eau douce, migre vers l'océan pour plusieurs années, puis revient frayer dans la rivière exacte
où il a vu le jour. Les recherches montrent qu'il retrouve son chemin en s'orientant grâce à l'odeur unique de son cours d'eau natal, mémorisé lorsqu'il n'était qu'un alevin. Malgré toutes ces découvertes, la compréhension complète du mécanisme de migration reste incomplète. Comment tous ces systèmes, solaires, stellaires, magnétiques et olfactifs, fonctionnent-ils de concert? Comment sont-ils calibrés? Et comment cette information est-elle transmise de génération en génération? Ce n'est pas un simple ensemble d'instincts, c'est un système de navigation extrêmement sophistiqué, intégré au cerveau de créatures minuscules, et dont la précision et la fiabilité surpassent bon nombre de nos technologies. L'étude de ces mécanismes pourrait non seulement lever le voile sur les mystères de la nature, mais aussi nous inspirer dans la création de nouveaux systèmes de guidage. En attendant, nous ne pouvons que nous émerveiller devant ce miracle en observant le vol des grues dans le ciel d'automne. Pour conclure notre liste, penchons-nous sur un mystère qui se situe au fondement même de notre compréhension de l'histoire de la Terre, la grande discordance. Imaginez les couches rocheuses que les géologues déchiffrent comme les pages d'un livre. Chaque strate raconte une époque. Pourtant, dans les annales géologiques du monde entier, il existe une étrange lacune, un vide. On observe souvent une transition brutale. Des roches cristallines très anciennes, datant de plus d'1 milliard d'années, sont immédiatement recouvertes par des roches sédimentaires beaucoup plus jeunes, comme du grès, ayant environ 540 millions d'années. Il manque entre elles des couches correspondant à une période de plusieurs centaines de millions, parfois même plus d'1 milliard d'années. C'est comme si une page entière, une page capitale, avait été arrachée du livre de l'histoire terrestre. Cet énorme hiatus géologique mondial est ce que nous appelons la Grande Discordance. Elle a été décrite pour la première fois par John Wesley Powell dans le Grand Canyon en 1869, où cette démarcation est visible à l'œil nu. Depuis, elle a été identifiée sur tous les continents. Que s'est-il donc passé durant ce milliard d'années perdues? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de dépôts sédimentaires? Ou pourquoi ne se sont-ils pas conservés? Il existe plusieurs hypothèses, mais aucune ne fait l'objet d'un consensus général. L'une des théories les plus populaires est celle de la Terre boule de neige. Elle suggère que durant cette période, le cryogénien, notre planète, a traversé plusieurs glaciations mondiales, se retrouvant presque entièrement recouvertes de glace, des pôles à l'équateur. Les glaciers colossaux, en se déplaçant sur la surface des continents, auraient pu décaper et pulvériser des couches rocheuses entières, parfois sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Ensuite, lorsque ces glaciers ont fondu, de nouveaux sédiments, plus récents, ont commencé à se déposer sur cette surface nivelée et nettoyée. Bien que cette théorie explique l'ampleur de l'érosion, elle ne parvient pas à justifier totalement l'échelle mondiale du phénomène ni sa synchronisation planétaire. Une autre hypothèse lie la grande discordance à la tectonique des plaques, notamment à la formation et à la désintégration du supercontinent rhodynien. Il est possible que le processus d'assemblage puis de démantèlement de ce continent gigantesque ait provoqué des soulèvements et des affaissements massifs de la croûte terrestre, menant à une érosion d'une intensité inégalée. Fait intéressant, la limite de la grande discordance coïncide à peu près avec ce que l'on appelle l'explosion cambrienne, une période où une immense diversité d'organismes multicellulaires est apparue subitement sur Terre. Certains scientifiques supposent que ces deux événements pourraient être liés. L'érosion massive qui a créé la grande discordance aurait pu déverser dans les océans une quantité phénoménale de minéraux et de nutriments, tels que le phosphore et le calcium. Ceux-ci, à son tour, auraient pu servir de catalyseur à l'évolution de la vie, lui fournissant les matériaux nécessaires à la construction de squelettes et de coquilles. La grande discordance n'est pas un simple curieux accident géologique. C'est l'une des énigmes cruciales de l'histoire de notre planète. En la résolvant, nous pourrions non seulement comprendre comment les continents se sont formés, mais aussi détenir la clé de l'émergence de la vie complexe sur Terre. Ce vide béant dans les annales rocheuses nous parle d'une période de cataclysme et de transformation globale qui ont façonné le monde que nous habitons aujourd'hui. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des 30 mystères que la nature a lancés à la science.
du vrombissement à peine audible dans le désert à l'expansion accélérée de l'univers, des pierres mouvantes au secret de notre propre conscience. Nous avons vu que notre monde regorge de phénomènes qui échappent aux cadres habituels. Mais, loin d'être un motif de déception envers la science, c'est tout le contraire. Chaque énigme est un terreau de croissance, un défi qui pousse les chercheurs à aller de l'avant, à élaborer de nouvelles théories et à inventer de nouveaux outils pour décoder le monde. Aujourd'hui, nous n'avons fait qu'effleurer ces mystères. Derrière chacun d'eux se cachent des années de recherche, des hypothèses audacieuses et d'intenses débats scientifiques. Le plus étonnant, c'est que le monde qui nous entoure est bien plus complexe et fascinant qu'il n'y paraît. Baos. Peut-être que l'explication du bourdonnement de Taos se trouve dans un nouveau champ de la psychoacoustique, le secret de la foudre en boule dans la physique quantique, et que la réponse au paradoxe de Fermi changera notre conception de la vie en elle-même. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Si cette vidéo vous a fait réfléchir et regarder le monde d'une façon légèrement différente, alors nous avons atteint notre objectif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des mystères les plus incroyables de l'univers. Et maintenant, la question essentielle pour vous, lequel de ces phénomènes vous a le plus frappé, ou peut-être connaissez-vous une énigme que nous n'avons pas mentionnée? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires, discutons-en ensemble.